Salut guys! Bienvenue au podcast Si belle, si bête avec Shalina et Alika, le podcast où tu peux être belle, conne, mais jamais si bête. Et particulièrement pas bête aujourd'hui. En effet. Oh mon Dieu. On est encore sur le choc. Non, mais pas sur le choc, mais on a reçu Lost, rappeur de Montréal, artiste complet. Versatile, complexe, complet. Artiste accompli. Oui, qui est dans le milieu depuis un petit moment, mais qui continue encore à donner du juice puis à se renouveler tout le temps. Aujourd'hui, on n'a pas juste parlé de sa carrière musicale, on a parlé en profondeur, on a vraiment rencontré l'individu derrière l'artiste. Parler de santé mentale, anxiété, psychologue, son adolescence, son enfance, il a grandi dans quoi, les fréquentations. L'influence de Montréal, s'interfluencer, oui, c'est rendu un mot, ça. J'aime bien le mot. Mais oui, ces problèmes qu'il y a eu, puis comment il s'en est sorti. On a aussi parlé de musique à travers tout ça, bien sûr, mais... C'était pas le sujet principal du podcast. Le sujet principal, c'est vraiment l'individu, l'humain, la personne, l'homme qui est, qu'est-ce qu'il veut être, qu'est-ce qu'il veut devenir, qu'est-ce qu'il a déjà été. Puis je pense que c'est dans nos meilleurs épisodes à ce jour. Que ce soit parce que tu adores Lost, tu vas adorer le podcast, ou que ce soit parce que tu ne connais même pas Lost, tu n'as même pas besoin d'aimer le rap. Le podcast ne tourne pas autour de ça, c'est vraiment... Ça, si tu as envie de voir quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui parle avec son cœur, quelqu'un de vrai, ben t'es à la bonne place, que ce soit parce que tu aimes le rap ou pas. C'est aller au-delà des apparences, au-delà des attentes, au-delà des préjugés. Puis c'est pas quelque chose qui est facile à faire, je pense. Surtout pas dans son contexte. Dans un contexte de rappeur montréalais, noir, africain. C'est comme... Il y a toujours le stéréotype, l'image un peu aussi qu'il doit garder d'une certaine manière, mais il était prêt à laisser tomber ces barrières-là, tu sais, puis à se donner, puis à parler un peu de son vécu, de ses difficultés. Puis je pense, honnêtement, ça peut juste aider le monde. Mais oui, absolument, fille, homme, peu importe. Peu importe l'âge, là, tu sais. Notre approche, comme il nous a dit, notre approche un peu féminine, je pense que ça lui a permis d'être plus à l'aise, peut-être. On est plus douce que des garçons, on est plus... je sais pas, des fois, les intentions féminines versus masculines se reflètent un peu différemment, puis je pense que c'est ça qui a permis d'aller autant profond dans des sujets hyper personnels. Vraiment, on a... Mais tu sais, c'est une personne qui s'exprime super bien en plus. C'était super captivant. On a eu du fun aussi. Il nous a raconté des petites anecdotes de vie quand même assez comiques. Honnêtement, excellent podcast. Je pense que je serais prête à dire, à date, là, ça doit être notre number one qu'on a tourné, selon moi. Moi, j'ai voulu dire un des meilleurs pour pas dire les autres qui sont déjà venus. Non, mais je veux dire, il est très bon, là, mais puis je veux dire, il y en a eu d'autres, là. J'ai dit, je pense, un de nos meilleurs. Mais je pense le meilleur. Je pense number one, mais à date, là, je pense pas mal. OK, sur ce... Mais ça l'enlève rien. Ça enlève rien, mais non, 0. Aux autres invités, pas du tout. C'était très bon. C'était très, très bon. Écoutez-le. Fait que sur ce, on a un nouvel ajout à notre décor aujourd'hui. Ouais. Dans le fond, hier, on s'est couché vraiment trop tard. On a fait un sip and paint. Avec nos girls. Fait que là, on leur avait dit qu'elle allait avoir une place dans le décor aujourd'hui. Mais on n'est pas arrivé d'avance tant que ça. Fait qu'on n'a pas eu le temps de les accrocher. Encore. Non, fait qu'on va juste faire le petit shout-out comme ça. Ici, on a la toile de Danica, artiste dans l'âme. On voit que c'est très abstrait. Elle nous a expliqué que c'était comme pour représenter que des fois, c'est pas facile. La lumière est toujours au bout du tunnel. Tu passes par beaucoup de brouillard, mais tu t'en sors. C'était ça. C'est un peu comme moi aussi. Je rajoute toujours des choses. Un peu mêlé. C'est ça. Exact. Ça, c'est lui de Jenny, qui a dessiné une femme nue. Elle trouvait que la femme nue avait des drôles de seins. Mais moi, je lui ai dit que l'important, c'était que ce soit vrai. Personne n'a des seins ronds dans la vraie vie. Nos seins pondent un petit peu, comme ça. Je peux présenter la mienne, c'était bien parti. OK. Andrea aussi, elle avait fait une toile, mais elle voulait pas nous la laisser. Bitch. Fait que, tant pis pour elle. Ça, c'est elle de Chali.
Chali qui s'est perdue dans ses styles. Chali, au début, a fait un sunset qui a fini par nous faire des cacahuètes. Ici, c'était plein de cacahuètes pour finalement faire des plumes et terminer par des confettis serpentins, quelque chose comme ça. J'ai tombé en hyperfocus, puis ça a été le résultat, le fruit de ma concentration. Que dans le fond, j'ai pas parlé. Moi, j'ai même pas pu expliquer à personne parce que je savais même pas ce que je faisais. En fait, on est parti chez Chali, puis elle avait pas encore fini. Dans le fond, elle a continué tout seul. Exact. Puis après, il y a la mienne, qui est un personnage abstrait de forme géométrique, je sais pas. Dans un vert forêt vraiment profond dans lequel on se perd. Deep, c'est ça, pour aller au fin fond de mon âme. Si vous voulez, vous aussi, vous rentrez des choses bien profondes. C'était deep, là, Chali. On parlait pas de sexe. Mais il y a des bons jouets très deep aussi que vous pouvez vous procurer sur le site d'Eros et compagnie en utilisant le code promo SVSV15 pour avoir 15% de rabais sur tout le site web. Fait que allez en profondeur, vous aussi. Profondeur de vos âmes ou profondeur de votre corps. Voilà. Tiens, installez. Comme ça. On va leur trouver une place éventuellement dans le décor. Parce que nos amis nous supportent, c'est nos plus grandes fans. Merci encore à vous. Supportrices dans l'âme depuis avant même qu'on voulait faire un podcast, je pense. Fait que bref, encore merci à Los d'être venu. Merci, un immense merci même. Vraiment, d'avoir donné accès à tout ça. C'est vraiment bon. Sur ce, vous allez enjoy votre time en esti de Chris pendant cet épisode. Vraiment. Je vous confirme. Sur ça, on dit? Bon épisode! Salut! What's up? Comment ça va? Ça va bien. Ok, on va parler en même temps tout le podcast, dans le fond, je comprends. Exact. Bienvenue sur le podcast Si belle, si bête. Merci, man, c'est beau. Merci. J'aime ça quand les gens commentent notre décor. Merci, ça fait plaisir. En fait, c'est tout le temps la même chose, quasiment comme si c'était stagé, genre, à chaque fois. Mais on demande pas aux invités inquiétez-vous pas, on demande pas aux invités de dire que notre décor est beau, là. C'est ça. Non, mais c'est coloré, là. D'habitude, les couleurs sont plus fades un peu dans les podcasts. C'est à notre image, c'est ça. Fait qu'on va poser la question qu'on pose toujours à l'invité. C'est quoi le vibe que tu ressens quand tu es sur le plateau? Là? Comment tu te sens dans le décor? Je sais pas, je me sens dans un pyjama porté. Yeah! Comme un intrus un peu, là. Okay. Non. En mode, t'as eu accès au Girls' Night, mais ok, ouais, je comprends le vibe. Comme si je suis quelque part, je passe aux airs. T'es pas intrus, t'es exclusif, justement. Voilà. J'aime ça. T'es pas supposé d'être là, mais t'es là pareil. Voilà. T'es privilégié, en fait. Merci, tout ça. C'est plus nous qui est privilégiés de te recevoir. Là. Mais bon. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir invité l'invitation. Parfait, je comprends. Merci pour l'invitation, merci. Mais tu étais dans les invités qu'on voulait vraiment recevoir depuis le début. Mais en fait, ça venait aussi à ce que je voulais dire. Tantôt, j'étais comme je vais lui dire dans la voiture quand on s'en venait, genre. Puis, genre, on se connaît de comme la vie de tous les jours, puis tout. Puis, j'étais comme, j'ai jamais eu le temps de vraiment te le dire parce qu'on se voit toujours dans des contextes où ça n'a pas rapport. Mais je t'ai jamais comme vraiment félicité pour l'artiste que t'es, puis tout ce que tu fais. Puis, genre, t'es vraiment un bon artiste, genre, littéralement. Là. Merci. Comme vraiment. Pour de vrai, puis je suis comme, tu sais, je te vois, je te côtoie, puis on n'a jamais nécessairement parlé de ça. Puis là, je suis comme là, c'est un bon contexte, puis tout, pour comme te recevoir, puis commencer comme ça pour te dire bravo pour tout ce que tu as accompli. Puis j'espère que tu sais que tu es vraiment un très bon artiste. Ouais. Ben, merci. Dans toute ta... Montréal est chanceux de t'avoir. Montréal est chanceux que tu représentes Montréal. Et chanceux d'avoir un artiste comme toi, honnêtement. Là. Ce que tu fais, c'est très unique et particulier, puis à ton image, puis c'est beau. Fait que... Vous allez me faire rougir. Non, mais c'est vrai, mais t'es vraiment versatile, je trouve, comme artiste. Puis on dirait que peu importe ce que tu touches, ça, malgré que tu vas dans plein de directions, c'est tout le temps à ton image. Puis on sait, ça va commencer le beat, puis on va savoir que c'est un beat de Lost, tu comprends? Parce que, je sais pas, t'as une touche unique que tu arrives à mettre dans plein de contextes.
Puis ça sort tout le temps bien. Genre, puis c'est vraiment pas n'importe quel artiste qui est capable d'avoir un rendu comme ça, là, tu sais. Ouais. Merci beaucoup. Puis toujours avec un bon message, tu dis vraiment pas n'importe quoi. Au contraire, là, tu sais. On essaie, Ben, vraiment. Fait que sur ça, est-ce que tu veux te présenter? On t'a un peu présenté, mais est-ce que tu veux te présenter, nous dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais pour tous les gens qui nous écoutent? Je fais de la musique, Lost, je viens de Montréal, je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi à Montréal. T'es né ici ou au Cameroun? Non, je suis venu ici en 98. OK. Novembre 98. Je l'ai déjà dit, mais c'était pendant la crise du verglas. Je suis dead, OK. C'était un big choc. Mais toi, tu t'en souviens pas? T'avais quel âge? J'avais 4 ans, je m'en souviens pas bien. OK. Tes parents ont dû capoter. Eux, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait ici, là? Je sais qu'ils ont battu. T'arrives, nous, on nous a vendu le rêve. Méchant rêve quand t'arrives. Le Canada, que c'est l'Eldorado. Oh my God. Quand t'arrives, tout est gelé, il n'y a pas de lumière, il fait pas d'électricité. Oh my God. Tu comprends? Ça, tu viens d'un pays chaud. T'as même pas de quoi te couvrir. T'as jamais vu de la neige, là, en vrai, comme encore moins mais du enfant, verglas. ça doit être nice. En mode, genre, t'es dans un pays de glace, là, en mode, genre, waouh et tout. Genre, je suis dans un monde de rêve, là, tu comprends? Mais pour les parents, c'est comme, what the fuck, qu'est-ce qu'on vient de faire? Il fait froid quand même, là. Ouais, j'avoue. Mais les enfants, on dirait, ça calcule pas tout ça. Les enfants vont s'habiller, puis comme, ils vont faire leur vie. Il n'y a pas grand-chose qui les dérange, j'ai l'impression. Mais les parents, mon Dieu. En tout cas, ça devait être plus fou pour les parents, c'est ça. Ouais. Mais oui. Puis, tu sais, déjà, à la base, c'est pas facile, immigrer dans un nouveau pays. T'arrives dans un tel contexte, c'est encore plus capacité d'adaptation fois 1000, là, tu sais. Vraiment. Fait que, encore merci d'être là. Puis, dans le fond, pour commencer, on a écouté ton documentaire Héritage. Okay. Honnêtement, je vais commencer par dire c'était tellement bon. Merci. C'était excellent. C'était authentique, pur, vrai. C'était... Non, c'était bon. Puis comme j'ai dit à Chali, tu vois que le documentaire est bon parce que malgré que les sujets que tu abordes puis tout, c'est pas nécessairement des trucs à quoi nous on peut relate ou tout ce qui est le rap ou la rue ou ce que tu abordes les sujets dans le documentaire, malgré que ça ne concerne pas directement, j'ai tellement relate à plusieurs choses qui ont été dites en mode je fais pause puis je réfléchis à ce qui a été dit puis je me mets en contexte puis j'arrive à le mettre dans ma vie à moi puis dans genre mes circonstances. Puis à la fin du documentaire, j'étais comme OK, mais ça c'est un bon documentaire parce que je suis même pas nécessairement le public cible. Puis je me suis sentie interpellée quand même. Genre, fait que c'est réussi, là, tu sais, c'est vraiment bon, là. Mais aussi, tu sais, beaucoup de gens confondent, ils pensent que le sujet principal de ma musique ou de ce qu'on fait, c'est la rue. Mais pour de reste, c'est l'humain. C'est juste que, à travers ma musique, j'essaie d'humaniser les gars de la rue aussi. Ouais, ça se ressent. Parce qu'à la fin, avant d'être des gars de la rue, on est des humains aussi, qui ont des sentiments, qui ont plein d'affaires, tu comprends? Mais on a notre façon aussi de réagir par rapport à certaines situations. Puis je pense que c'est ça que j'ai voulu prouver, c'est que tu es capable de venir d'un certain environnement, mais de partager les mêmes choses que c'est quelqu'un qui vit dans la société normalement. Tu vois? Fait que c'est sûr que les gars de la rue sont un petit peu en marge de la société, mais ils vivent des choses comme tout le monde. Ils se marient, ils ont des enfants, ils vivent des funérailles, ils ont du stress, ils vont à l'hôpital, ils ont des maladies, ils ont... You know? Oui, mais on dirait que ça rend cette réalité-là pas plus accessible, mais oui, plus humaine, mais on dirait qu'on a eu une accessibilité au vrai, pas juste à l'image. C'est comme au derrière de justement l'image de la rue qu'on a. Puis je pense que c'est un peu ça que tu t'expliques, là, que tu voulais humaniser, puis montrer que c'est des vraies personnes, puis c'est ça qu'on ressent aussi. On ressent que c'était juste authentique, c'est juste des gens, au final, qui sont là, qui parlent, qui sont qui vrais. Rit, oui, exactement. C'est ça. Puis je trouve même qu'on a vu un côté de toi vraiment, pur, vrai, puis un peu plus en profondeur, qu'on n'a pas nécessairement accès tout le temps avec les artistes, puis je trouve que c'était vraiment beau de voir te voir dans ton contexte, usually, puis comme dans le daily, puis voir l'évolution de... C'est comme à travers, parce que ça va sur plusieurs années, là. Tu as commencé à shooter ça quand, en fait? En fait, on a commencé à shooter le documentaire pendant qu'on faisait l'album, Héritage. Mais
ça remonte à plusieurs années parce que dans le fond, il y a plusieurs pièces du documentaire qui sont des choses qu'on a filmées. Way back, ouais. Donc, le plus dur, c'était d'aller retrouver toutes ces archives. Ouais. Donc, techniquement, tu sais, on a commencé à filmer quand? En 2010, là. C'est ça. Mais en mode, c'est pas depuis que vous filmiez que c'était en vue de faire un documentaire éventuellement. C'est comme, OK, oui, c'est vrai, on avait filmé ça, on va essayer de le retrouver pour l'inclure dans le documentaire. Puis l'idée de faire un documentaire, c'est venu quand? C'est venu où? C'est venu pendant l'album. Parce que dans le fond, il y avait tout un concept autour de l'album. Déjà, l'album s'appelle Héritage. Donc, ça parlait vraiment du leg que je voulais laisser, que ce soit dans la musique ou dans ma vie personnelle. Donc, il fallait quand même remonter à la genèse de tout ça. Et pour ce faire, il fallait que je me suis dit, ça serait bien d'expliquer aussi dans d'autres termes, c'est pas seulement de façon musicale, mettre aussi genre les choses dans leur contexte, des images, des vidéos, retracer vraiment, vraiment faire la ligne du temps, comment en arriver jusqu'ici, héritage de quoi, tu vois? Il sort d'où, you know? Donc, on s'est dit que ça serait bien de faire un format qui est beaucoup plus documentaire. Maintenant, c'était très complexe parce que au début, on voulait un documentaire de 45 minutes. Là, je pense que le documentaire il est comme presque 1 heure. Et le matériel qu'on avait, ça nous emmenait à 2 heures, 2 heures et demie. C'est sûr, là. Donc, il fallait trouver une façon de condenser tout à l'intérieur de maximum 1 heure. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup de sujets qu'on a dû couper. Il y en a d'autres qu'on a comme ratissés, on a raccourci. C'était ça le plus complexe. On n'avait même pas aussi de ligne directrice parce qu'il y avait beaucoup de sujets qu'on voulait aborder, mais il fallait un ordre. Pourtant, on dirait, je trouve que ça a l'air full. C'est ça que j'allais dire. Ouais, mais ça s'est fait. C'est ça. Ça s'est fait. Morceau par morceau, tu as regardé qu'est-ce qui faisait le plus de sens. Chronologiquement, on s'est dit, à un moment donné, on s'est dit non, ça c'est trop loin dans le documentaire. Il faut qu'on mette un peu plus en avant pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on va dire ici. C'est pas mal ça, là. Mais sinon, je pense que c'est un beau documentaire. Je pense que ça a été bien reçu aussi. Bon. Mais j'avais même pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est tellement... Ça rend ton album plus concret, genre, on dirait. Puis j'avais même pas nécessairement fait le lien, mais c'est vrai que c'est un peu la même histoire que tu racontes, mais le fait de l'avoir avec des images, de devoir parler, de devoir... Tu vois, les moments où tu étais comme un peu en confessionnal, que tu donnais ton avis sur les images qu'on voyait, comme c'était tellement concret. Puis mais c'était vraiment bon pour de vrai. Vraiment. Tu sais, justement, tu as commencé un peu à la source, à la Maison des Jeunes, puis tu es venu un moment que tu as parlé, que tu as... Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment hot de te voir comme ça, de te voir raconter, de te dire que tu as eu des troubles de santé mentale, tu fais de l'anxiété que tu as nommé. Exactement. OK. Puis je voulais en parler un peu de ça parce que je trouve ça beau de voir un artiste, tu sais, puis de briser un peu les stéréotypes des artistes, mettons des rappeurs, de briser tous ces stéréotypes-là, puis de montrer à la jeunesse, et pas juste la jeunesse, mais aux gens que c'est correct d'être vulnérable, puis c'est correct d'avoir des difficultés, puis de le mettre de l'avant, puis offrir un peu des solutions, puis normaliser ça. J'ai trouvé ça vraiment hot. Puis après, de voir aussi dans les contextes à l'école, avec les jeunes, dans des cercles en train de parler. Puis je pense que ça fait une énorme différence. Fait que je voulais savoir si tu veux nous en parler comme un peu plus de comment toi, tu as vécu ton anxiété, puis comment que ça a commencé. Comment ça se manifestait, puis tout ça. Je pense que ça a commencé quand même il y a très longtemps. Mais ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que je ne savais pas que c'était de l'anxiété. C'est souvent ça, ouais. Est-ce que tu savais même c'était quoi de l'anxiété à ce moment-là? Bon, j'avais beaucoup de préjugés par rapport à l'anxiété, là. Moi, l'anxiété, je suis un Africain, c'est pour nous, là, ça n'existe pas. C'est inventé de toutes pièces, là. Moi, de l'anxiété, je me disais, non, c'est pour les gens qui n'ont pas de mental. Et je me suis toujours vu comme quelqu'un qui a un mental extrêmement solide. Donc, j'ai jamais pensé à ça. Non. Moi, ça s'est manifesté avec des... j'avais beaucoup de genre de tachycardie. Là. Puis je me réveillais dans la nuit. Mon cœur bat vite. J'ai des crises d'angoisse. Mais pour rien. Puis ça se passait beaucoup la nuit. Je dors, je me lève vers comme 1 heure, 2 heures. Mon cœur bat vite, on dirait que je vais die. Fait que là,
j'appelle l'ambulance. Là, tu croyais que c'était comme quelque chose de physique, là, en mode je fais une crise cardiaque. Oui, ben c'est ça. Je pensais que c'était cardiaque. Pour toi, c'était pas une question même. C'est pas mental, là, c'est ça. Jamais, ça m'a même jamais traversé l'esprit. Mais surtout qu'il y a un problème de cœur, moi. Ouais. Ben, aussi, il y a quelques années, c'était pas autant parlé, l'anxiété. Maintenant, on en parle plus, on en met de l'avant, mais même, mettons, on parle de 15 ans, est-ce que les gens même savaient c'était quoi l'anxiété, faire des crises de panique? Je sais pas si c'était tant verbalisé, puis c'était quoi les symptômes. Fait que sûrement, en plus de... Oui, il y avait tous les facteurs pour que tu saches pas c'est quoi. Genre, t'es africain, c'est pas beaucoup parlé socialement. C'est comme toi, dans ta tête, t'as vraiment... Ton cœur va péter, là. À un moment donné, là, j'avais mon partenaire. Comme si... Ça a l'air drôle. Là, je vais loin, là, tu sais, fast forward, je vais revenir après. Mais tu sais, je lui parlais, je dis, oh, bro... Là, je pense j'étais déjà... en quelque sorte, diagnostiqué ou whatever. Je parle au patron, je dis, oh, bon, je pense que je fais de l'anxiété, puis tout. Là, puis il me dit, oh, frérot, regarde, tu fais pas de l'anxiété. OK, doc. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il me dit, t'es en train de battre trip live. Là, je dis, comment? Il me dit, comme il dit, tu bats trip, ressaisis-toi. OK. Bon conseil. Ah, je suis con, non, je bats trip. OK. Dans le déni, là. Donc, même entre nous, tu sais, on s'influence, en gros. Ben oui. On s'influence de cette façon-là où on se dit que... Ça n'existe pas, ça. Là, tu parles, nos parents, regarde, nos parents sont venus ici en telle année, ils ont quitté leur pays, leur famille, tu me parles d'anxiété. Non. Quand tu viens déranger, là, tu comprends? C'est vrai que c'est un gros truc chez les personnes immigrantes, dans les familles immigrantes, de... Tu sais, moi, j'ai eu la misère. Toi, tu vas venir me parler de tes troubles de santé mentale. On dirait que c'est tellement un gros préjugé, là, genre, puis c'est tellement minimisé, tandis que c'est des vrais troubles, là, puis c'est de la... Que tu peux pas contrôler. Non, tu fais pas ça pour déranger ou pour avoir de l'attention, là, tu comprends? OK, fait que là, moi, je veux savoir, t'appelles l'ambulance. Ouais. Yeah, c'est ça. J'appelle l'ambulance, truc... En plus, c'est sûr, tes parents étaient avec tes parents à ce moment-là? Non, même pas. Moi, j'allais dire, c'est sûr qu'eux, ils étaient en mode genre... Non, j'étais pas avec mes parents, j'étais seul. J'appelle l'ambulance et tout. C'était à quel âge, ça, à peu près? C'était pendant... Là, je te parle c'était pendant la pandémie. OK, c'est récent, là. Pendant la pandémie. Okay. J'appelle l'ambulance, tout, j'y vais. Et j'ai fait tous les tests. Après, ils m'ont mis des genres d'électrodes, trucs. On a fait des prises de sang, des rayons X. J'ai tout fait. Tout ce qui pouvait être fait, je l'ai fait. On me dit, t'as rien, t'es en pleine forme. T'es top shape. Il n'y a absolument rien avec toi. Là, t'es comme, mais non, je sais que je me suis réveillée en pleine nuit, comme si... Je comprends pas. Mais là, le doc, il donne pas d'option, genre, de que ça peut être à ce moment-là? Non, il ne donne pas d'option. Il me dit juste rien, j'ai rien, rentre chez toi, tout est cool. OK. Après, là, je réfléchis parce que... Ensuite, des épisodes comme ça, j'en ai d'autres. Donc là, je réfléchis. Et je commence à faire des liens. Je commence à faire des liens par rapport à certaines choses qui m'arrivaient aussi la nuit quand je dormais, quand j'étais en prison. Je dormais, des fois je me réveillais, puis j'avais mal à la gorge. Je dirais là, genre de la tempe jusqu'à la gorge. J'avais super mal. Je prenais toujours de l'eau, j'avais plein de bouteilles d'eau. Juste pour ça, là, j'ai des caisses de bouteilles d'eau. Juste pour quand je me réveille la nuit, je bois de l'eau. Je commence à avoir des migraines. Fortes migraines. Et ça, c'est pendant la pandémie. Et à ce moment-là, tout ce que tu as pendant la pandémie, c'est lié au COVID. Tu comprends? Donc là, moi, j'ai des migraines insupportables. Là, je pense que j'ai le COVID. You know? Je pense que j'ai tout. Sauf de l'anxiété, c'est ça. Et c'est un des docteurs que j'ai vu dans une clinique. Parce que moi, je pense que j'ai le COVID, puis j'ai pas le COVID, rien. Puis il m'explique, là, on regarde mon dossier médical. Puis là, il me dit, bon, je pense que peut-être tu fais de l'anxiété. Là, toi, tu sens comment quand il t'annonce ça? Je suis comme, de quoi il parle? Là, j'ai un problème. Vous me parlez d'anxiété. Ça me dit qu'est-ce que j'ai? Exactement. Et il me prescrit des genres de pilules, là. Après, c'est des pilules, il me dit, oh, essaye ces pilules-là. Ça va t'aider. Mais là, moi aussi, c'est tout moche, je comprends. Le cœur,
la migraine, tout. Je me dis, je vais essayer les pilules. Et j'essaie les pilules. La première semaine, tout disparaît. Tous les symptômes ou peu importe ce que j'avais. J'ai plus rien toute la première semaine. Et à partir de la 2e semaine, je commence à ressentir des malaises. Genre je vois double. Ah ouais? Oh my God. Je vois flou un peu. Je fais pas attention. Et à un moment donné, j'ai un bad trip dans ma chambre. J'ai un dernier bad trip. Je regarde, je vois des dragons, des affaires fucked up. OK. Là, tu prenais la médication qui t'était prescrite? OK. Je prenais cette affaire-là. Je vois plein d'affaires fucked up. Puis, mais moi, je sais que je sais live que c'est les pilules. Mais oui. Parce que moi, je prends pas de médicaments, je prends pas de drogue, je prends rien. Je suis complètement sain d'esprit. La seule chose qui a changé dans ma vie, c'est ça. Ouais. C'est ça. Là, j'appelle la clinique du docteur qui m'a prescrit. Puis je leur dis, je suis en train d'avoir un dernier bad trip. J'ai besoin de voir le docteur qui m'a prescrit ça parce que là, ça va pas. Là, elle me parle, elle essaie de me rassurer. Elle me dit, ouais, vous savez que c'est des hallucinations, rien n'est réel. Je suis comme, regarde, je suis sain d'esprit, là. je sais qu'est-ce qui m'arrive. Je veux juste voir le docteur pour que je puisse parler avec lui parce que ça va pas. C'est pas normal. Mais en fait, c'est que justement, je suis sain d'esprit, donc je sais que je suis en train d'halluciner en ce moment et c'est pas normal. Comme je sais qu'ils sont pas là, les dragons. Je veux juste voir le docteur, là. C'est ça. Cela, elle me dit, OK, je peux vous donner un rendez-vous dans 30 minutes. OK, quand même. OK. Elle me dit, OK, soyez là dans 30 minutes. Je dis, je suis déjà là. Ça, t'étais là. C'était comme si vous vouliez pas que. Si vous me dites non, j'étais là. Je parlais au fond avec elle, je suis allé là. J'étais déjà là dans le parking. OK. Là, je suis allé voir le gars, je vois le docteur et tout. Là, je lui explique. Et le docteur me dit quoi? Il me dit ça peut arriver. Peut-être qu'on s'est trompé dans le dosage. On a mal calibré. Sur toi, il faut augmenter. Le dosage. Ouais, il me dit qu'il faut augmenter le dosage. Oh mon Dieu, t'as-tu eu peur à ce moment-là? Non, j'ai pas eu peur. Je lui ai juste dit que je vais rien augmenter du tout. OK. Je vais l'arrêter. Ouais. C'est juste ça. C'est déjà too much. Si tu veux m'augmenter. Non, moi, tu veux me faire croire que les dragons finalement sont vraiment là. Comme c'est là, je suis encore assez conscient pour savoir que j'hallucine. Regarde là. Je veux arrêter. Il essaie de me convaincre. Je dis, ça sert à rien de discuter. Je veux savoir. Parce que j'ai checké sur Internet. La seule raison pourquoi je suis là, c'est que j'ai regardé sur Internet et on peut pas arrêter la prescription d'un coup, genre. Ça, du jour au lendemain. Donc, je veux savoir comment je fais. C'est là qu'il m'explique que tu dois petit à petit réduire comme la consommation. Je pense que c'était 2 pilules. Là, tu passes à 1 pilule, après une moitié. Après, tu sevrer, Exactement. J'ai fait tout ça parce que je lui ai dit, regarde, moi, je préfère encore retourner dans mes problèmes de tachycardie. À choisir. Que d'halluciner des dragons dans ma chambre. Là. J'ai arrêté. Et là, il m'a dit, regarde, si tu veux, essaie d'aller checker un psy. T'en penses quoi à ce moment-là quand il dit ça? Là, je dis, il est fou. Là, je suis encore de lui. Je sais que lui, il veut me mettre le dosage, le psy, l'asile. C'est comme si c'était une conspiration. Là. Ils veulent m'enfermer. You know? Je vais rien savoir de ça. Je vais rien savoir de ça. Et... Mais attends, pause. À ce moment-là, est-ce que tu en parles à tes proches ou genre tout ça, tu le vis solo, genre? Non, j'en parle à personne. À part, j'en parle avec ma femme. Je lui dis, elle essaie. Ouais. Là. Elle voit de toute façon quand tu te réveilles, plutôt, genre. Là, on check, on parle de ça, whatever. Puis après, à un moment donné, elle me dit, check, tu devrais essayer. Ça coûte rien, là. Ben ouais, ça coûte. Mais oui, mais tu perds rien. Exactement. Elle me dit, tu devrais essayer. Là, finalement, j'essaie. Je vais voir le psy. Très bon partenaire, qui s'appelle Gaëtan. Donc, j'ai fait quelques... Et après, déjà, quand je vais, je ne m'attendais pas à ça. Donc, moi, j'avais une autre idée. Explique-nous ce que tu pensais puis comment c'était. Moi, je pensais que c'était une affaire de... Tu sais, j'arrive, puis... Tu te couches sur le sofa, là? OK. Puis t'expliques tes problèmes. Puis là, lui, il écrit, il s'en colisse. Il dit, yo, tu devrais faire ci, faire ça. Okay. Non? Fait que...
Finalement, c'est rien de tout ça. Lui, c'est un gars, on est dans le rationalisme. Tu comprends? Il me fait remplir un documentaire où dans le documentaire, il me dit par exemple, c'est quoi tes plus grandes craintes? Des trucs comme ça. Tu comprends? Là, je dois écrire mes plus grandes peurs dans ma vie. So, là, après, on refait le tour. Puis là, il m'explique un principe simple qui est toutes les choses que tu crains, c'est des événements qui peuvent potentiellement arriver, mais qui ne sont pas arrivés. Donc, si on est réaliste, ça ne sert à rien de craindre quelque chose qui n'est pas arrivé. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire c'était quoi tes craintes à ce moment-là que tu avais Non, mais des craintes comme tout le monde, genre que mes enfants ont une maladie, puis ils die. Tu comprends? Je sais pas, moi, que mes parents die. Je sais pas, des trucs... c'était vraiment des trucs simples. C'était pas vraiment... c'est quand même commun, genre. Ouais, c'était commun. Tu comprends? Je sais pas, d'être broke. Tu comprends? Qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui... quelque chose, je peux pas l'aider financièrement. Perdre l'usage de mes membres. Whatever, tu comprends des trucs? Normal. Puis il me dit tout ça, comme rien de ça est arrivé. Donc ça sert à rien de craindre ces choses-là, puis ils ne sont pas arrivées. Là, je me dis, c'est logique, mais après, c'est la vie. Des êtres humains, on anticipe. Mais c'est là qu'il me dit, mais c'est ça le problème, c'est dans l'anticipation. C'est toi qui contrôle ce que tu veux anticiper. Si tu veux anticiper tous ces genres de craintes-là, ça va mener à un stress, etc. Longue story short, je ne vais pas refaire toute la séance, mais c'était ça, dans le fond. C'était même pas, on a parlé des craintes, whatever. J'étais comme, OK, that's it. Puis c'est ça, j'avais des séances régulières. On veut juste parler de tout et de rien. Puis à un moment donné, après genre 3 séances, il me dit, regarde, assieds-toi sur cette chaise. C'était une genre de chaise vibromassante, non? Là, je m'assois sur la chaise. Il me donne un casque avec des oiseaux, des chutes. Il est bien hot. C'est différent, là, comme approche. Des chutes, puis c'est lui qui parle. Okay. Dans le casque, ouais, c'est weird parce que moi, ça fait 3 saisons que je l'entends parler. Je sais que c'est sa voix, mais je le vois devant moi qui parle pas là, qui écrit, tu comprends? Puis il me parle. Puis dans son affaire, il me dit arrête de me regarder. Parce qu'il me dit ferme tes yeux, arrête de me regarder. Vis ton moment. Okay. Là, je fais l'affaire. Puis là, il m'explique que c'est une affaire d'hypnose. Okay. Là, je suis impatient. J'ai toujours voulu voir c'est quoi l'hypnose. Je comprends. Je fais mon affaire d'hypnose. Puis c'est juste lui qui parle. Il parle pas qu'à d'affaires. J'aime pas qu'est-ce qu'il raconte. Il est juste en train de parler. Puis la chaise en train de vibrer. Mais à un moment donné, je ressens un inconfort. Ça me stresse. Il n'y a rien de fou. C'est de l'eau, c'est des chutes, c'est lui qui parle, une chaise qui tremble. Mais ça me dérange. Ça me dérange. Puis je pense que c'était un genre de 20 minutes. Tout le long, je suis inconfortable à mort. Puis ça finit, j'enlève l'affaire. Puis là, il me dit, puis comment t'as trouvé ça? Puis je suis comme, bro, c'était super inconfortable. J'ai vraiment pas fil, puis tout. Il me dit, OK, mais c'est ça. Il m'a dit, la plupart du monde, ils font 5 minutes, ils se lèvent de la chaise. Je suis déjà surpris. Que tu l'as fait au complet. Tu l'as fait au complet. Là, il m'explique que c'est parce que tu as beaucoup de stress. Je sais pas c'est quoi, mais c'est une genre de stratégie pour détecter le stress. OK. Fait que c'était de l'hypnose, là, ce qui t'a fait. D'où le pourquoi. D'où le pourquoi tu as ressenti un inconfort que tu n'étais pas capable de justifier. Là. Mais sûrement que lui, il est en train aussi d'évaluer ton body language, genre comment tu bougeais. Lui, il écrit, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais moi, je suis en train de noyer aussi. Là, mais est-ce que dans le casque, c'était comme relax? Mais mettons, toi, ça te stressait, mais est-ce que c'était supposé être relaxant, genre? Supposé être relaxant, mais il n'y avait rien de relaxant. Pour moi. C'est tellement. Là, il me dit c'est du stress, puis tout. Là, il m'explique un peu le stress. Là, il me dit t'as pas de stress. Et il me donne une application qui t'explique comment, genre, faire des respirations. Je connais, je pense. J'utilise quand tu as une situation que tu as des migraines, parce que moi, j'avais beaucoup de migraines. Okay. Quand tu as des affaires où tu as des migraines, fais tes respirations. J'ai des migraines fous. On dirait que j'allais m'évanouir des fois. Là. Mais je savais pas.
je savais même pas que les migraines pouvaient être un symptôme de stress ou d'anxiété. Ouais, ben oui, moi, c'est plus loin que ça. Tu sais, moi, j'étais trop loin dans l'affaire. Okay. C'est-à-dire que j'avais des crises d'angoisse, puis là, ça me donne des migraines parce que je dors pas assez. Oui, puis là, en plus, tu overthink. Tu penses, là, il faut que je dorme, mais là, je dors pas. Puis là, le plus que tu y penses, en plus... Le moins tu dors, le plus tu fais de crise, moins tu dors. Les migraines. Après, les migraines m'ont donné des genres de... J'avais des genres de tics. Tu comprends? C'est-à-dire, des fois, j'ai des muscles qui bougent. Ouais, t'avais des trucs somatiques. Les yeux aussi, des fois. Les yeux, tic, 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 tic. J'ai ma paupière. Je ne pas de faire des affaires de même. Et à un moment donné, j'ai eu une affaire où j'étais raide au niveau du cou. C'est comme si je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, j'avais des raideurs là, au niveau du cou. Et ça m'a comme bloqué. Okay. Donc là, après, j'ai dû aller voir un chiro. C'est un ça a déboulé sur un paquet d'affaires. C'est comme un sac sans fin, là, tu sais. Exact. Fait que là, à la fin, c'est ça, je fais mes respirations puis tout, pendant que j'ai mes migraines, puis ça marche. Des fois, j'ai des migraines, je suis là, je respire. Tu respires par le nez, tu expires par la bouche, tu fais ça 3 minutes, ta migraine bouge. Puis tu vois vraiment que ça marche vraiment à chaque fois. Non? Ouais. C'est là que tu comprends que c'est mental. Ouais. You know? C'est pas quelque chose qui est physique, whatever. C'est mental. Ton corps qui te parle. Ouais. Ta tête essaie de t'envoyer des messages. Ouais, c'est des choses qu'ils peuvent pas contrôler. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'il devait avoir un genre de trigger. Ces choses-là. Bon, j'avais pas de trigger. C'est juste, des fois, je suis là, ça me prend. Ça me prend. Mais après, plus tard, si je fais des recherches, je parle, je discute. Là, tu vois, c'est des... En fait, c'est comme un genre de stress post-traumatique. C'est-à-dire, c'est des stress, c'est des choses que tu as eues avant, dans des situations extrêmement stressantes où tu as refoulé ces choses-là à l'intérieur de toi, et plus tard, tu le vis. Mais pourtant, plus tard, je vais mieux. Ouais, j'ai plus la même vie, là. J'ai une vie, ma vie est cool, là. Mais justement, c'est comme si ta tête a plus place à vivre qu'est-ce qui était enfoncé en toi, alors que si tu es tout le temps dans un état de stress, sur le qui-vive tout le temps, tu n'as même pas le temps de vivre tout ce que tu refoules. Mais là, si tu es plus détendu, tu as une vie plus tranquille, plus posée, tu as plus de temps libre, plus de temps à laisser ta tête à zéro, exemple. Là, c'est comme, il y a tel bobo qui est caché en dedans, il y a ci, il y a ça, que peut-être il y a 10 ans, j'avais refoulé. Genre, mais là, tu as le temps de le vivre, tu sais. J'avais déjà entendu ça, le choc post-traumatique, c'est comme pour te protéger. Tu es tellement en état de survie que ton corps peut pas s'attarder au fait que tu vas pas bien. Fait qu'il met ça quelque part dans une petite boîte, puis quand tu vas mieux, là, ça sort. C'est là que tout déballe. Fait que, c'est ça. Grosso modo, ça a vraiment changé ma vision parce que, comme je te dis, j'avais des idées préconçues par rapport à l'anxiété, même par rapport, des choses quand même par rapport, mais la dépression, c'est des choses auxquelles moi, j'ai jamais cru. Là, j'ai un peu plus d'empathie. Parce que ça m'est arrivé. Est-ce que tu penses que ça a un peu changé la vie de tes proches aussi par rapport à ça? Ou eux sont encore un peu fermés? Non, je pense pas. Eux sont encore... Non, je pense qu'il y a quand même des inquiétudes par rapport à... On veut qu'il aille bien, puis il y a de l'anxiété, oui, mais je pense pas que c'est là d'où je viens, là. Ils sont pas en mode genre, on va faire plus attention. Non, je pense pas, parce que j'étais comme ça. Je sais dans quel état d'esprit ils sont. J'étais dans ça. Tu crois dur comme fer que c'est mental. Tu le contrôles, c'est mental. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on fait, mais c'est ça qui amène l'anxiété. C'est de vouloir tout contrôler. Tu prends prendre tes émotions, ton stress, le refouler, mettre ça dans une box, tu prends à l'intérieur. C'est ça qui emmène l'anxiété. Nous, on est des adeptes de ça, professionnels. Puis penses-tu que... Tu vis jamais la situation. Non, ça n'existe pas. Elle est cachée quelque part. Penses-tu que tu vas élever tes enfants de façon différente maintenant que toi, tu l'as vécu? C'est une bonne question. Je pense que je serais plus à l'aise d'en parler, de les élever d'une façon où il y a certaines personnes ressources avec qui ils peuvent parler de ces choses-là. Maintenant, il y a des avantages aussi à garder certaines choses pour soi. Tu ne peux pas non plus vivre dans un monde comme celui-ci, être vulnérable comme ça, à la merci de tout le monde, vivre
chaque émotion et vouloir que tout le monde te comprenne dans ta pauvre petite situation. Je pense qu'il faut quand même... ça m'a aidé quand même. Il faut quand même avoir une certaine carapace. Ça prend un recul, un mental, si je veux dire. Tout ce que j'ai fait qui m'a amené à cette anxiété-là, genre, je le referais. J'avais le choix. Parce que ça m'a aidé dans d'autres situations. Parce qu'il y a des choses, là, si tu fais pas ça, tu peux pas passer au travers. Non, c'est vrai que des fois, d'être dans le déni, c'est dommage à dire, mais des fois, tu n'as pas le choix genre, pour passer à travers une situation. Là, tu peux pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais tu dois vivre tes émotions, laisse-toi aller. Mais des fois, il y a des choses que je vis. Je veux pas. Je veux pas le revivre, tu sais. Je vais le gérer sur le moment arrivé, puis je vais le gérer comme du mieux que je peux. Mais c'est vrai que c'est pas tout qui est nécessaire d'adresser ou d'aller refouiller dans des trucs et tout. Mais on dirait que, surtout de nos jours, c'est tellement mis de l'avant d'aller dans ses émotions, d'être vulnérable, blablabla. Mais je sais pas si c'est peut-être trop, là. Je sais pas si c'est controversé ce que je vais dire, mais des fois, moi, je suis d'accord avec toi que c'est correct d'avoir une certaine carapace, de garder des choses pour soi aussi, puis de pas s'attendre à ce que tout le monde te comprenne, tu sais, c'est comme... C'est clair. Après, je pense que c'est bien d'avoir une ou deux personnes avec qui, là, tu peux partager, tu peux... Je sais pas, moi, si tu es marié ou si tu as des frères ou ta mère ou un ami. Mettons, pour tes enfants, ça va être toi, sûrement, cette personne ressource-là. J'espère, en tout cas. Exact. Mais peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que non, et c'est pas grave. Si c'est pas moi, si c'est leur femme ou leur mari ou leur mère. Mais c'est important qu'eux sachent qu'ils trouvent cette personne-là, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Exactement. Après, moi, comme je te dis, ça se peut que ça soit pas moi. Ça parce que je suis quand même de l'école de pensée que... Donc peut-être ils peuvent se dire à lui, il pense comme ça, peut-être je vais pas lui en parler. Mais je vais faire tout ce qui est en mon possible pour qu'il puisse comprendre qu'il y a quand même certaines personnes avec qui tu dois être capable de pouvoir t'exprimer, extérioriser, mais pas tout le monde, comme ça, pas toute la planète. Mais ça se dit, ça se comprend aussi que le monde n'est pas trustable. On ne peut pas truster tout le monde, on ne peut pas confier le monde de nos jours avec nos émotions, puis notre vulnérabilité, puis tout notre nous intérieur, comme ça serait mais ça te fait manger, sinon... C'est des risques de te faire trop mal, tu sais. Mais d'être quand même conscient de ses propres difficultés puis de trouver, comme tu dis, les personnes ressources. Est-ce qu'on est trois personnes avec des trust issues dans le fond? Puis... ça se peut, c'est ça. Les trois, on se motive dans le truc. C'est la vie. Mais... Donc, tu peux pas être comme ça à la merci du monde, c'est impossible. En tout cas, moi, je pense pas. Je comprends. Non, moi non plus, je pense pas, là, mais c'est ça, mais on s'est peut-être toutes les trois fait crosser aussi dans nos vies, ça se peut, c'est ça. Mais il faut se protéger, là. Il faut se protéger, mais en effet, je suis du même avis dans le sens que c'est important d'avoir du monde outillé, de s'outiller aussi, là, tu sais, avec les bonnes personnes, puis d'avoir quand même une place, tu sais, moi, peu importe ce que tu projettes, si tu as une place à m'écouter, ben merci beaucoup, tu sais, puis peu importe ce que tu projettes au monde, si en one-on-one, tu es capable d'être vulnérable et intime, moi, c'est ça que je promouvoir dans un sens, là, avec les personnes que tu choisis de l'être et pas tout le monde. Mais oui, sûrement que tu vas être mieux outillé avec peut-être ton vécu pour peut-être être cette personne ressource ou pas, mais au moins tu seras outillé si jamais ça arrive. Pour les guider au pire, là, c'est ça. Fait que... T'allais dire de quoi? Ouais. Mais c'est correct. Vas-y. J'allais dire, puis tu vois, là, avec du recul, tu comprends que c'est peut-être des trucs de ton passé qui refaisaient surface. Est-ce que tu veux nous dire un peu, tu étais quel genre d'enfant, adolescent, pour mener à ce que peut-être, à l'âge adulte, il y a des crises comme ça qui se déclenchaient, mais comment tu as vécu ton enfance, comment tu as vécu ton adolescence? Vous me ramenez loin. Est-ce que ça vient de quelque part, là? J'étais un enfant qui était très bien élevé. J'étais très poli. Mais, j'étais turbulent, là. J'étais extrêmement turbulent. Et, moi, c'est une autre époque, là. Je veux dire, moi, l'éducation, c'est fait à la ceinture, là, au bâton. Donc, c'est sûr que j'ai été un enfant qu'on a beaucoup frappé parce que j'étais très têtu, très turbulent. Maintenant, je pense qu'il y a quand même eu un équilibre. C'est une éducation qui a été sévère, mais il y a quand même eu un équilibre parce qu'il y a eu des
des preuves d'amour concrètes aussi. Tu comprends? Ma mère, c'était quelqu'un qui était très proche de nous. Tu comprends? Mais celle qui va te frapper plus que tout le monde. C'est ça. Tu comprends? Mais elle va quand même te voir. C'est quand même quelqu'un qui est... Ma mère s'est déjà excusée, là. OK. S'excuse. Ouais, ça. Tu comprends? Donc, très proche de nous, toujours là. C'est toujours à l'écoute, toujours en train de travailler pour ses enfants, toujours en train de faire l'impossible. Tu comprends? Donc, c'est des choses que tu vois. J'ai jamais senti, genre, on m'aime pas. Non. J'ai jamais vraiment senti ça. Après, bon, j'ai eu mes petites phases de rébellion, là. Tu vois, mais j'ai jamais senti que j'avais pas d'amour, tu vois. Mais bon, c'est sûr que ça aide pas. Après mon adolescence, j'ai quand même viré, là. J'étais quelqu'un, là, qui... J'ai été élevé d'une telle façon, avec des valeurs et tout, mais j'étais trop dehors. J'étais trop dehors, puis le dehors, c'est ça que ça fait. Les influences. Ah oui, tu comprends. Après, les influences, je veux dire, tout le monde influence tout le monde. Ouais. Je ne vais pas dire, on m'a influencé à faire ça, on s'est influencé tous mutuellement. Mais je pense que rester trop dehors aussi, et à cette époque-là, comme je te dis, mes parents, ils travaillent beaucoup. C'est ça aussi. C'est quand l'encadrement, c'est important. Tes parents, ils travaillent. Toi, tu sors. Là, eux, ils rentrent. Ils s'attendent à te voir, mais tu rentres pas. Là, je rentre... tu sais, moi, je suis un gars... je rentre vers minuit. C'est un jour de semaine. Le lendemain, j'ai de l'école. Mon père m'attend. C'est-à-dire, je rentre, je sais, je vais me faire tabasser. Je me fais tabasser, je vais à l'école. Le lendemain, même chose. Tu recommences. Pourquoi? C'est là où je te parle d'influence mutuelle. C'est parce que quand je suis dans le boss, je rentre chez moi, je suis avec tout le monde. Mais nous, tous, on rit, on sait qu'on va se faire taper. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est un truc que je vivais aussi. Je sais que je suis pas seul dans... Ouais. Vous êtes tous là à vous comprendre. Là. Vous savez qu'est-ce qui vous attend. On sait tous qu'est-ce qu'on va vivre. Là, le lendemain, on se parle de ça. C'est fucked up. Mais on refait la même chose. On refait la même chose. Et c'est là où je te dis que il y a certains outils que nos parents n'avaient pas. Et c'est normal parce que c'était nouveau pour eux aussi. Mais c'est des choses que moi, mes enfants ne vont pas m'avoir avec ça. En tout cas, je l'espère. Mais il y a certaines choses que j'ai compris. Au lieu de tabasser un enfant du lundi au lundi, c'est mieux aussi de, je sais pas moi, l'inscrire dans des activités parascolaires. Moi, j'avais beaucoup d'amis québécois. Les fins de semaine, ils s'en vont. Je m'en vais en Gaspésie avec mon père. Des road trips, des vacances. En vacances. Au chalet. On n'allait jamais en vacances. On restait là. J'ai mes parents, personne ne va aller au camping. Là. On va pas dormir dans une forêt avec les moustiques. C'est malade. Je veux dire, mais il y a comme des... Ils faisaient beaucoup d'activités. Je faisais quelques activités avec ma mère, mais c'est comme ça. T'avais quand même hâte d'aller chill après. C'est ça. Ouais. Parce que ces gens-là, ces jeunes-là que tu décris, they were like looking forward to that. Ils ont hâte d'aller au chalet. Aller au chalet, faire du skidoo, du 4 roues. Puis ils ont un chalet. Déjà, c'est ça. Ils ont un chalet. Depuis qu'on parle de chalet, ça m'a pris des années de comprendre c'était quoi un chalet. Là. C'est vrai. Le vibe de chalet, là. Mais oui. Ils sont là, ils ont déjà des chalets. Donc, c'est différent. Après, ça à nous aussi de changer. C'est pour ça que, même dans ma musique, l'argent, c'est un thème qui est quand même récurrent. Parce que c'est sûr que c'est pas la chose la plus importante dans la vie, mais ça t'aide. Tu comprends? Pourquoi? Parce que pour posséder un chalet, déjà, il faut que tu aies de l'argent. Ben oui, c'est ça. Pour pouvoir emmener tes enfants en vacances, pour pouvoir les encadrer et faire en sorte qu'ils aiment être aussi encadrés avec toi. Il faut que tu aies de l'argent. Pour pas qu'ils sentent qu'ils sont pris, mais un enfant bien encadré, c'est un enfant qui sait même pas qu'il est encadré, dans le fond. Exact. Tu comprends? Sinon, il va juste se sentir pris, il va juste se sentir pas libre. Alors que passer ses fins de semaine au chalet avec ses parents, il est encadré. Parce que pendant ce temps-là, il n'est pas dehors. Mais lui, il aime ça, tu sais. Il y a des gens, ils allaient déjà dans le sud, là. On était au secondaire, ils allaient dans le sud. Mexique, Cuba, République. Avec leurs parents, déjà. Ah, moi, je les voyais, j'étais comme, ils sont chanceux. C'est plein de choses, mais nous, on est là, on reste là. On reste là, dehors. Ce qui se passe dehors, c'est fucked up. Fait que tu continues à leur faire parce qu'il n'y a rien d'autre qui t'est proposé, tu sais, nécessairement.
Puis est-ce que tu penses que tu es devenu turbulent en étant au Canada ou tu aurais été turbulent no matter what? Genre, est-ce que c'est comme l'influence du Canada, chiller dehors, blablabla, à Montréal, qui t'a influencé, même si tout le monde s'influence, à être quitté? Ou tu étais déjà, exemple, à 3 ans, un petit Chris, là, tu comprends? Est-ce que tu penses que tu restes au Cameroun, tu aurais quand même été comme turbulent ou tu penses que le fait d'être ici, j'aurais été turbulent, oui, mais pas comme ça. Parce que ici, le problème, c'est que ici, t'es turbulent, mais ça peut vite basculer à la délinquance. Là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que la ligne est très, très mince. Très, très mince. Ça, c'est un autre... Ici, c'est plus facile de passer à un autre niveau. Ça va? Et puis surtout, il y a beaucoup de gens, t'es turbulent. Après ça, il y a l'ego. Ça commence dans des endroits, puis avec tes amis, là, ça vous battez. C'est ça ta réputation, tu dois maintenir que c'est ça. Après, en grandissant, il y a d'autres paliers. Il y a du monde qui vont plus loin. Après, c'est ça qui se passe. Il y a des gens qui vont plus loin, là, toi aussi, tu vas aller plus loin. C'est qui a le plus d'ego, qui a plus de couilles, qui a plus de... Après, même, sans même parler de ça, même faire de l'argent, ça pourrait être quelqu'un de présentable. Quelqu'un de présentable, t'es là, t'as pas toujours les mêmes choses, t'as pas toujours le même accoutrement à chaque mouvement, là, t'habilles de la même façon. T'es avec une fille, tu veux la sortir, t'as les moyens de le faire, t'es au club, vous pouvez boire, tu vois. So, tu veux aussi avoir accès à certaines sommes qui te permettent de faire ce que certaines autres personnes aussi font. Mais la vérité étant que si tu travailles de 9 à 5, c'est mieux pour toi d'aller chiller aussi avec du monde qui travaille de 9 à 5. Si tu travailles de 9 à 5, puis tu chilles avec les scameux qui font 100 bahts le mois, tu vas te comparer beaucoup. Mais oui, c'est ça. Même tout le monde qui est dans cette sphère-là, qui est dans cet univers-là, t'es plus compatible. Mais oui, c'est ça le problème aussi. Des fois, il y a des gens, c'est pas nécessairement que tu veux, mais si ton entourage, tout le monde est là-dedans. Tu vas t'adapter toi aussi. Comme si t'aimes le monde, tu vas être là, genre tu vas t'adapter. Sûrement que tu vas lâcher ta job du 9 à 5. Mais c'est des visions différentes. Ça dépend de comment tu vois le monde, c'est vrai. Mais on dirait que c'est comme si, même si tu vas avoir la personne qui fait son 9 à 5, qui aime vraiment l'argent aussi, puis la personne, un scammer qui aime vraiment l'argent, on dirait que la vision puis le processus pour arriver à une telle somme est tellement différente, ou dans le sens que pour tout ce qui est scam et tout, c'est tellement misé sur tout ce qui est rapide, tout ce qui est accessible, tout ce qui est direct, des montants live, alors que je pense que ce qui est plus valorisé dans le 9 à 5, ça va être le processus, comme je vais avoir tel montant en telle année, monter les échelons. Fait que même si tu as les mêmes valeurs initiales, de genre je veux avoir de l'ambition, je veux avoir de l'argent, on dirait que les visions pour se rendre sont tellement différentes, puis c'est là où c'est plus compatible, je pense, tu comprends? C'est là où, aujourd'hui, la bonne chose, c'est que tu n'as pas besoin non plus forcément d'être dans l'illégal pour être successful. C'est ça. Mais il faut quand même avoir un esprit d'entrepreneuriat. Exactement. Si tu es quelqu'un qui est capable d'avoir une entreprise, de gérer, d'avoir des idées, gérer ton propre business, développer, tu peux faire de l'argent, là, tu peux devenir multimillionnaire par rapport à ça. Donc, il n'y a pas une seule route. Tout le monde, tu peux être quelqu'un là, qui est droit dans tes bottes et tu fais de l'argent. Maintenant, tu ne peux pas être cette personne-là en étant salarié. C'est ça la différence. Moi, ce que je pense. Tu ne peux pas juste être un gars qui travaille sous les ordres de quelqu'un. Mais je pense que tu peux avoir de l'argent, mais tu sais qu'il y aura, tu sais, exemple, dans l'entrepreneuriat ou la musique ou la rue, c'est comme sans fin. C'est comme tu peux tout le temps faire plus, faire plus, faire plus. C'est ça qui motive souvent quand tu hustles. C'est comme, il n'y a pas de fin. Fait que je vais continuer. Alors que quand tu as été salarié, à un moment donné, tu as un plafond salarial, que tu le veuilles ou non. Oui, tu après, il y comprends? a des plafonds salariales qui sont très très hauts. Fait qu'il y en a qui vont avoir de l'argent, c'est ça. Encore une fois, c'est restreint, même s'il y a une fin et les places sont... Parce que tu as des tâches, tu as des rôles, tu as des trucs à accomplir. Tu peux pas aller au-delà de tout ça. Mais il y en a qui sont tellement confortables là-dedans aussi. Là. Non, mais il y en a qui vivent bien aussi, il faut le dire. Il y en a, c'est l'argent, c'est relatif. Là. Des gens qui font 100 000 par année, 300 000 par année, 500 000 par année, tout le monde est bien.
Ça dépend de ton lifestyle, ça dépend de ce que tu veux. Tu sais, moi, je sais que personnellement, moi, je suis très bien salariée. Ça me stresse travailler pour moi-même. Tu sais. On dirait que ça me stresse. J'aime ça. C'est mental. Mais oui, c'est ça, c'est pas pareil. C'est ça, exact. Tu sais, mais pour moi, d'avoir un cadre, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça, tu sais, avoir un cadre fixe, puis travailler, puis savoir qu'est-ce que je m'en vais faire. Avoir des tâches, puis tout. Exactement. Tandis que me mettre mes tâches, c'est plus complexe, m'organiser, tu sais. Puis dans le fond, c'est juste sans fin. Moi, j'aime ça savoir là, qu'à un moment donné, il y a une fin. Mais c'est sécurisant, je pense, d'être salarié dans le sens où c'est pas toi qui as la charge mentale, c'est pas toi qui as tu ne fais ce qu'on te dit de faire, puis quand tu finis ton chiffre, ben, tu n'as plus besoin de penser à ta job. Alors que quand tu es entrepreneur ou quand que tu vas sur de quelconque façon, c'est tout le temps dans ta tête d'une quelconque façon. La seule chose qui diffère dans ça, c'est les ambitions. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien dans son cadre, dans son confort, tu vas jamais avoir de problème. C'est ça. Puis il n'y en a pas un mieux que l'autre. Non, c'est ça. Tout le monde est parfait. Mais le problème maintenant, hein, c'est quand tu as quelqu'un qui est supposé appartenir de l'autre côté, mais qui se retrouve d'un côté. Ça, c'est moi. Donc, exact. Donc, si tu es un entrepreneur qui est salarié ou si tu es un salarié qui est entrepreneur, à la fin, tu vas toujours trouver qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste de trouver de comprendre qui tu es, quelles sont tes ambitions et à quelle branche, de quel côté t'appartiens. C'est ça. De l'accepter. C'est ça qui est dur des fois, c'est si tu as toujours été dans le 9 à 5, puis là, d'accepter cette pensée-là, d'être comme, j'ai tellement envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est dur de faire le saut, là, de passer d'un bord à l'autre, là, tu comprends? Au même titre qu'il y a quelqu'un qui a toujours un saut, de commencer à aller dans le 9 à 5. C'est difficile, là, tu comprends? Faire et le généralement, pont, c'est les dur, deux, là. ils se comprennent même pas. Non, un comprend pas comment l'autre fait pour faire ça, là. Mais oui, c'est ça. Généralement, les deux, ici... Ça, ils se comprennent pas. Ouais. Mais en fait, tu prends juste nous, par exemple. Souvent, on en parle, puis t'es comme, j'aime tellement ça, savoir quand est-ce que. Genre, en fait, juste avoir la liberté de choisir quand je fais mes affaires et tout. Moi, j'aime ça, savoir que. Avec ma job, je peux pas, on dirait, je peux pas me permettre de ramener ça. Genre, je suis intervenante, puis je vois des choses pas faciles. Fait que moi, le fait de savoir. Mettons que ça se termine à 5 heures, là, puis j'enlève mon habit d'intervenant, je l'accroche au bureau, puis je m'en vais. J'aime ça. Ça me sécurise. Après, je fais juste. Mais pour toi, c'est tout l'inverse. Dans le sens où, pour mettre en contexte, les deux, on est intervenantes, OK, de métier, mais on fait le podcast, qui est notre côté plus entrepreneuriat. Puis je pense que moi, en faisant notre podcast, j'ai réalisé que justement, j'adore ce côté-là, et toi, ça t'a montré que t'aimes vraiment plus qu'est-ce qui est plus 9 à 5, puis tout au final, tu sais. Toi, t'aimes ça avoir la liberté de choisir quand est-ce que tu travailles sur le podcast, quand est-ce que... J'aime ça, pouvoir avoir des idées constamment aussi, dans le sens où quand je suis en train de travailler à ma job 9 à 5, mais là, j'ai des idées du podcast, puis ça m'énerve que je peux pas les vivre. Tu comprends que je peux pas... J'ai des idées, je suis comme, j'ai envie de faire ça, ça me vient dans ma tête, ça rentre, là, c'est pas moi qui le contrôle. Puis là, je suis comme, fuck, pourquoi là, je suis pas juste chez moi, puis je peux pas juste travailler puis mettre sur papier qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu sais. Tu vois ça? Je dis pas que ça va vous arriver à vous, là. Je parle en général. Plus le business dans lequel vous êtes grossi, plus vous allez avoir des problèmes. Je parle pas de vous, en général. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que... Quand tu as deux personnes comme ça... Parce qu'à un moment donné, il faut que tu en mettes plus. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui veut mettre plus de temps, qui a plus d'idées, qui veut mettre plus d'argent, qui est prêt à faire plus de sacrifices. De l'autre côté, l'autre ne suit pas. C'est juste parce que vous n'êtes pas dans la même école de pensée. Oui, mais c'est vrai. Puis je pense que c'est pour ça que dans notre répartition de tâches, c'est beaucoup... Moi, je suis beaucoup plus dans le créatif, dans ce qui est dans... qui vient, qui part, puis toi, c'est comme tu fais les clips à telle heure, il faut que les clips soient là, tu sais. C'est ça, moi, je me fais des responsabilités. Genre, je travaille telle journée sur le podcast, je le sais, les clips vont être là pour telle journée. Fait que moi, ça m'aide. Ça me dit, genre, parfait, à partir de dimanche soir, j'ai terminé, tu sais, puis je suis bon pour recommencer après dans un autre cycle, tu sais. J'ai besoin de cette coupure-là, mais c'est vrai que ça varie d'une personne à une autre. C'est nice aussi que tu sois dans cet état d'esprit-là, parce qu'après, tu deviens c'est la personne la plus organisée. Ça crée une... Mais je dis pas de vous. Non. Mais dans le contexte, oui. Je parle jamais de vous. C'est hypothétique, là. Un peu. Cette personne-là devient comme... oui, mais c'est vrai. Qui organise, parce qu'elle vit déjà dans ça. Elle vit déjà dans un style de vie où il y a des heures, il y a des pauses, il y a des journées, il y a des trucs. Mais pourtant, en plus, dans la vie en général, j'aime pas ça. C'est vraiment au travail, j'ai l'impression. Mais on dirait que j'ai l'impression que si je ferais pas en intervention, ça serait différent. Mais en tout cas, je sais que je suis pas une businesswoman dans la vie. Genre, on dirait, non, mais genre, ça me va pas. Là. On dirait
Je suis pas... je suis pas de même. Là. Mais je vois les gens travailler vraiment, puis tout faire eux-mêmes, man, je les trouve tellement impressionnants, là. Ah, c'est fou. Les artistes, tous les business, les gens qui partent de rien, de zéro, et qui font tout eux-mêmes, elles trouvent ça vraiment impressionnant, oui. Tu dors pas beaucoup. C'est ça. Tu dors pas beaucoup. J'avais une question pour toi. Je voulais savoir, tu sais, on voit aujourd'hui l'influence que tu as auprès... Mais moi, je vais parler un peu des gens plus jeunes, là, dans le sens de la jeunesse de nos jours. Quand tu as commencé à faire de la musique, quand tu as commencé à créer, est-ce que tu t'es dit un jour, c'était-tu déjà un message ancré dans ta tête que tu voulais pas travailler, mais amener un message aux plus jeunes ou comme... Est-ce que je m'exprime bien? Oui. Ouais, mais d'amener un message... Non, c'était pas... Parce que moi, je suis habituée d'entendre son jargon. C'est pour ça que je suis comme, oui, tu t'exprimes bien. Non, tu t'exprimes bien. La réponse était non. OK. J'ai répondu, j'ai compris ce que tu voulais dire. OK, je pensais que tu étais comme, non, j'ai rien compris de la question. Non, j'ai compris. OK, je suis dead. Mais c'était non, parce que moi-même, j'étais jeune quand j'ai commencé. OK. Donc, je me considérais comme étant jeune. Là. Mhm, C'est récemment que je commence à voir qu'il y a comme un gap. OK, ouais. Parce que je croise des gens qui me disent hey, tout mon secondaire, je t'ai écouté. Ouais. Je suis comme shit. Ouais. C'est fou, là. Là, j'ai comme le grand-père maintenant. Musique, là. Là, je suis comme fuck, ok, je suis rendu. Moi, dans ma tête, j'étais young, là, tu sais. Non, c'est ça, donc ça me rajeunit pas. Puis qu'est-ce que ça te fait, genre, de voir un peu comme l'influence que tu as auprès de... Puis ce que tu peux amener à ces jeunes-là, tu sais, que tu rencontres, puis à la jeunesse de nos jours, qu'est-ce que ça te fait? C'est bizarre, man. T'es-tu à l'aise avec ce rôle-là? Non, OK. pas vraiment. C'est bizarre, puis après, je pense que ça finit inconsciemment par influencer aussi ma musique. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même une forme d'influence. Par contre, je suis pas d'accord avec ça. OK. Je pense pas que je pense pas qu'un artiste, son rôle, c'est d'éduquer les gens. Là. Non, t'as pas pris, c'est ça. C'est ça. Exactement. Normalement, là, bro, c'est le travail de tes parents. Là. T'as pas demandé d'être... Genre, t'as Exactement. pas... mais les C'est gens, pas- quand même... C'est pas ce que je voulais. Ouais, c'est comme c'est si ça. c'est une responsabilité Oui. qu'on m'a forcé, là, Ouais. que je dois endosser. Puis chaque chose, chaque fait et geste que je fais, ben, sache que... tu know, c'est comme toujours on est en train de... Ouais. C'est ta faute, si, nanana. Exactement, genre, c'est ta faute quand c'est pas bon. C'est En ça. félicitations, Ouais. quand c'est Ouais. comme... Des fois, c'est too much. C'est pas ça que je veux, là. Moi, tu vois. Est-ce que ça fait des fois que tu te limites un peu dans ce que tu fais pour pas... Maintenant que tu sais que le monde te regarde, puis... T'admires. Je me limite pas, mais c'est sûr que je prends ça en considération. Ouais. Ok. Ça serait mentir de dire que je prends pas ça en considération. Ouais. Je prends ça en considération. Parce que des fois, même, tu sais, parce que tu sais, la musique, c'est vraiment bizarre. Je sais pas, là, Qu'est-ce que tu veux dire? comme c'est le processus de création d'une chanson, c'est pas comme ce que le monde pense, c'est bizarre. C'est comme, pour moi, je trouve que c'est un peu comme. Je sais pas, mais c'est comme. Moi, en fait, je pense rien. Fait qu'explique-nous, là. Tu sais, on dirait Ouais, pas, c'est ça, je veux comprendre. Puis en plus, on dirait que tu vas Mais, répondre t'sais, à la question que j'avais. J'ai l'impression. Imagine-toi, OK? Je vais fermer mes yeux puis mettre mon casque d'écoute. T'as rien. Ouais. Tu t'arrives quelque part, t'as rien. Tu t'assois avec un autre gars. Vous composez ce qu'on appelle un instrumental. Tu comprends? Ça Ok. veut dire que vous trouvez une mélodie, vous cherchez, vous trouvez une mélodie. Là, on dit, ouais, ça c'est bon, mais arrête le rythme ici, reprends-le là. Après, vous mettez des drums. Après, vous mettez des kicks. Tu comprends? Tu crées tout Mais toi, t'assistes à l'instrumental. tout le processus? Ouais, moi, Ok. on fait tout. OK. Bon, bah, après, j'ai quand même, des fois, mes horaires sont chargés. So, des fois, Ouais. on m'envoie on peut m'envoyer une liste, Mhm. whatever. Mais là, je te donne un exemple. Ouais. Hein? So, vous faites tout ça. Après, maintenant, toi, t'écoutes. Puis là, t'as des mots qui apparaissent Mhm. dans ta tête. Ouais. Puis tu fais des phrases. Puis après, tu trouves un sens à ta phrase. Puis, moi, je veux dire, c'est comme, ça sort d'où? Ouais. Il n'y avait C'est rien. vrai, c'est vrai. Tu comprends? Donc, il y a C'est comme il y a un côté qui est quand même comme spirituel un peu. Ben oui. Absolument. Dans ça, Ben oui. tu vois? Et il y a un côté forcément qui est spontané. Mm. Tu comprends? La Donc, première affaire, ouais. c'est pas calculé. Donc, la chanson que tu fais, c'est ce qui te vient à Mhm. l'esprit. Maintenant, comment tu fais
pour faire en sorte de composer une chanson, mais tu veux pas trop dire ci, tu veux pas trop dire ça, tu peux pas. Quand dans ton élan, tu laisses aller. Tu peux pas te censurer. Que tu corriges par après. C'est là où je te dis que après, ça devient... toi, toute cette affaire d'influence puis tout, ça vient jouer ici parce qu'après, des fois, tu composes un track, puis je suis rendu vers la fin, puis là, je regarde, là, je me dis peut-être ça, c'est too much. Ça prend? Donc, des fois, je me censure pas, mais ça me freine. Ouais, c'est ça. Ça va pas faire en sorte peut-être que je vais l'enlever, mais juste le fait que j'y pense, ça influence déjà la prochaine phrase. Ouais, je comprends. Le fait que comme je pose sur ça, c'est vrai. Même si je le censure pas, ça influence ce que je veux dire après. Ouais, je comprends. Mais oui, je comprends. Puis tu sais, c'est fou parce que, mettons, toi, genre, quand t'as commencé, au début c'était plus authentique peut-être, genre? Ben, ouais, j'imagine, dans le sens que tu te lançais, puis il n'y a pas une seconde que tu me disais, genre, qui me regarde des gens, ou quoi que ce c'est soit. une autre approche. Mais là, bro, c'est comme... Quand t'arrives, t'es dans des plateaux télé avec... Valérie Plante, puis le boss de la police, puis là, vous devez parler... de ta chanson, t'es comme... comment je veux dire, là, tu reçois des messages, des milliers de messages, genre, tu m'as aidé à traverser le suicide, ça prend, aide-moi, mon fils, c'est des affaires, genre... Puis est-ce que tu penses c'est plein d'éléments, là. Mais oui, c'est sûr, ça influence ta façon d'écrire, ça influence ta façon de penser, là, c'est sûr, là, à 100%, là, avant d'écrire. Là. Mais oui. Mais est-ce que tu penses que des fois, les gens interprètent pas nécessairement bien tes chansons, dans le sens où t'as tellement des tournures de phrases propres à toi, puis comment je peux dire ça, tu joues tellement avec les mots, puis je pense que pour bien comprendre le sens de ce que tu veux dire des fois dans tes chansons, il faut vraiment prendre le temps d'écouter, puis de comprendre comment les mots sont placés, ça rime avec un tel, ça fait référence à ce que tu as dit à telle place. Mais si les gens font juste écouter le beat ou vivre le beat, puis juste chanter, peut-être que c'est même pas le bon message au final qui est enregistré. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça la beauté de ça. Tu comprends? Parce que toutes les chansons ne sont pas nécessairement faites pour être comprises. Tu comprends? Elles sont faites pour que tu puisses relate. Tu comprends? Donc, même si c'est pas ça que j'ai voulu dire, si pour toi, tu l'as interprété comme ça et ça match avec toi, j'ai réussi ce que je voulais faire. Parce que je suis conscient que je suis un être humain à part entière. C'est pas tout le monde qui va penser comme moi. Même si j'ai réussi à rejoindre une partie des gens, c'est pas tout le monde qui va nécessairement penser comme moi. C'est-à-dire que peut-être la façon que toi, tu l'as interprété, c'est ce qui correspond le mieux. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel. Après, c'est sûr qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Des fois, il y a des phrases, même moi, que je fais. Il y a tellement de sens dans cette affaire-là que même moi, je sais même pas c'est quoi vraiment le véritable sens de ce que j'ai écrit. Mais c'est sorti de moi, je le file, je le lance. Mais t'as-tu toujours été bon en français puis tout ou pas nécessairement? En français, je me débrouille. Non, mais t'es excellent en français. Je veux dire, je suis chill. Non, mais tu maîtrises la langue. Peut-être que tu fais des fautes whatever, mais tu maîtrises la langue, le sens des mots à un niveau très, 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 très élevé, là. Mes parents sont des gens qui parlent très bien plusieurs langues, dont le français. Donc, moi, j'ai toujours été élevé avec des parents qui maîtrisent le français. Là, tu le banalises. Oui, là. Non, mais c'est vrai. Mais pour moi, je trouve pas que j'ai un français. Non, mais t'en écoutes d'autres rappeurs, puis tu vois que tu fais pas juste déposer les mots sur un papier, tes mots dansent dans tes phrases, là, tu comprends? Il faut comprendre aussi. Si tu vois d'autres gars, lui, peut-être, OK, son français est peut-être moins poussé ou moins complet, mais dans la branche dans laquelle il est, les gens, ils aiment ce qu'il fait. Et peut-être que s'il veut trop corriger ou trop vouloir bien parler ou devenir trop éloquent, ça va comme... Ça perd le sens. Exactement. Là, Mais est-ce que tu as beaucoup lu dans ta vie? C'est ça, t'écris de façon littéraire quasiment. Non, mais c'est vrai. Pour vrai? J'ai pas beaucoup lu. La dernière fois, quand j'ai vraiment lu, c'était quand j'étais en prison. J'ai lu vraiment beaucoup dans cette période-là. Puisque moi, j'ai jamais été un gars qui lit beaucoup de livres.
Mais ça m'étonne. Mais c'est ça. Vraiment. J'ai jamais été comme ça. Mais je trouve que, je sais pas, c'était le moment opportun là, pour faire des choses que je fais pas. Non, mais je comprends. Mais dans ton écriture, dans ta composition, c'est littéraire. C'est très littéraire. Fait que ça m'étonne honnêtement que c'est comme... Dans le fond, ça n'a pas été influencé par des livres. C'est vraiment juste dans ta tête. Là. C'est inné, là. C'est ça. Bah après, peut-être ça a été influencé aussi par la musique. Oui, peut-être que j'écoutais d'autres gars qui rappellent de façon littéraire. Mais t'es très modeste, hein? Vraiment. Parce que... Ouais, tu trouves? Ben oui. Non, mais t'es modeste parce que... Je suis un gars, je me pense bon quand même pour certaines affaires. En tout cas, sur ce sujet-là, t'es très modeste. Oui. J'en dirais que même si c'est deux styles, au final, très différents, je trouve que c'est un peu comme Damso, un peu, tu vois, qui joue avec les mots, un mot qui veut dire plein de sens. Tu choisis un peu, comme tu dis, qu'est-ce que... Après, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans le rap. Mais c'est le fun. C'est pour ça que... C'est très le fun. Oui. Et aussi, ce qui facilite la chose aussi, c'est que dans la vie de tous les jours, je m'exprime aussi comme ça. Okay. Je parle de façon métaphorique. Donc, je pense que ça m'aide beaucoup plus. Là, c'est moins compliqué pour moi que ce que les gens peuvent s'imaginer. Je passe pas 10 heures à écrire une phrase. Ça prend combien de temps à écrire un beat? Ça dépend. Ça peut me prendre... J'ai des chansons qui m'ont pris 15 minutes. Ah ouais? Ouais, j'ai des chansons qui m'ont pris 15 minutes. Ah, moi, dans ma tête, c'est des affaires de semaine, là? Non, j'ai des chansons qui m'ont pris 15 minutes. Il y en a d'autres qui prennent peut-être 8 heures. Il y en a qui peuvent prendre 2 sessions. C'est-à-dire, on va le calculer en 2 jours. Je peux commencer lundi, je finis mardi. Donc, quelle chanson t'as pris le plus de temps à écrire? Oh. Je sais pas. Je sais pas quelle chanson m'a pris le plus de temps à écrire. Ou le moins de temps? Ouais. Le moins de temps? Ouais, celle-là de 15 minutes. J'ai une chanson qui s'appelle Iceberg qui m'a pris... En plus, c'est comme une de tes meilleures chansons. J'ai une chanson qui s'appelle Iceberg, mais comme tout le monde, si on te connaît, genre tout le monde me connaît ce beat-là. C'est ça la modestie. Là. C'est ça qu'on appelle la modestie. Ça m'a pris très peu de temps, là. Ah ouais? Je devais même pas faire... Cette chanson-là devait même pas être dans l'album. Je devais jamais faire cette chanson-là. Je suis rentré au studio. J'étais avec mon ingénieur de son qui s'appelle Toussik. Et lui, il travaillait sur un instru qui était même pas dessiné pour moi. Et jamais dans sa tête, il aurait pensé à m'envoyer une chanson comme ça. Là, j'écoute, je dis, tu fais quoi? Ça sonne bien. Tu vas voir. Il me fait écouter. Là, je dis, OK, laisse-moi faire quelque chose vite dessus. Vite. Dans les mêmes minutes qui ont suivi, j'ai fait le refrain. Quoi? Donc, le refrain, c'est la première chose que j'ai fait. Là. Je l'ai fait en 15 minutes, super rapidement. J'ai fait le refrain, c'était fini. Là, je dis, OK, je vais faire les verses plus tard. Et là, je suis venu faire ce que j'étais venu faire à la base. Moi, je n'étais pas venu faire ça. Donc, on a bouclé ça, ils m'ont envoyé le refrain. Je suis rentré chez moi, j'ai écouté le refrain, j'ai écrit les 2 verses live. Je suis retourné au studio, j'ai enregistré. Moi, j'ai tellement pleuré sur ce beat-là, dans ma vie. Mais en fait, je pleure vraiment souvent, là, mais j'ai vraiment pleuré en écoutant ce beat-là. Là. Je sais pas si c'était ça le but, là, que ce soit triste ou whatever, mais ouais, j'ai tellement pleuré. Ouais. C'est fou, c'est un track que beaucoup de gens ont beaucoup aimé. Ouais. Mais qui devait même pas... Qui est juste arrivé comme ça. Même c'est tellement clip, impressionnant. On devait même pas clipper, je devais rien faire avec ça. Par chance, je t'ai expliqué le processus, on l'a mis dans l'album. Et moi, j'étais parti au Pérou clipper un track qui s'appelle Bad Man. Donc, j'ai clippé le track, je suis allé dans la jungle, dans le désert. J'avais une grosse idée visuelle. J'étais comme, ce beat-là va péter. Et après, l'album sort. Et moi, j'ai déjà le clip ready. So là, je me dis, je vais sortir ce clip-là. Quelques jours après que l'album sort. Tout le monde fait juste me parler d'Iceberg. Iceberg Blow. Là, je suis comme, fuck. Même dans les statistiques, ça n'a rien à voir. Le track est en train d'exploser. Puis moi, j'ai déjà les clips. Je suis allé au Pérou. J'ai dépensé pas d'argent. Là, je suis comme, fuck. Là, on a finalement... j'ai appelé les mêmes gars avec qui j'avais tourné Badman au Pérou. Et on a réalisé le clip de Iceberg en 3 jours. En 3 jours, je suis allé dans un chalet. On a fait le repérage la première journée. On a clippé la deuxième journée. On a fait le montage la troisième journée. Okay. Parce qu'il fallait que ça soit fait rapidement. Ben oui, parce que ça doit être le hype est live, là, c'est ça. Donc on fait tout rapidement. Une semaine après l'album, genre le clip. C'est vrai, man. Oh my God. Ah, mais est-ce qu'il y a une formule, pas magique, là, mais est-ce que
quand tu fais un beat, tu sais quel... Mettons, sur ton album, avant de le sortir, est-ce que tu sais lequel il va faire du bruit? T'as l'intuition. Parce qu'à un moment donné, tu connais ton public. Tu vois quel genre de chanson a pété. Tu comprends pourquoi un peu les gens te suivent. Mais Asberg, tu t'en attendais pas. Là. Jamais. Ça, c'est la plus grosse... Parce qu'on dirait que justement, ça a touché tellement de gens différents qui peut-être même pas nécessairement ton public cible d'habitude. Mais on dirait que la chanson, comme je te dis, j'ai pleuré sur la chanson, là, tu comprends? Puis t'es pas du genre à faire des chansons tristes, là, tu comprends? Ça a changé... ça a changé même la trajectoire de ma carrière. Ouais, c'est ça, je m'en Parce que là, après... Et c'est là où je te dis, où là, on revient dans l'influence. C'est qu'après, sans le vouloir, j'ai élargi. C'est vrai, 100 000 Et oui, c'est ça. Donc, c'est vrai. des gens qui vivent d'autres réalités. C'est une autre tranche d'âge. J'avais des gens qui venaient dans les shows. T'es plus vieille que ma mère. Ça prend des fans, elles pleurent. Une madame, elle est plus vieille que ma mère. Hey, ça doit tellement être touchant. Là, là, tu commences à te gratter la tête. Parce que tu te dis, OK, non. Si une madame est là, 50 ans, ça prend, il y a certains... Ça peut pas parler de quoi, là. Donc après, je vais pas tout changer pour ça, mais tu veux leur plaire aussi. Tu prends en considération ces gens-là aussi. Ouais, c'est ça. Et tout ça, ça influence ta musique. Donc là, après, à un moment donné aussi dans ta carrière, tu rentres dans une étape où tu as ton public de base, qu'on appelle fanbase, qui rentre en conflit avec le nouveau public généralisé. Et là, tu as des guerres de « Oh, moi, j'aimais mieux le Lost avant. de avant. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et là, tu as eux qui ils connaissent rien du Lost d'avant, mais ils aiment ça, qu'est-ce qui se fait live. Donc, tu essaies de faire un peu de tout pour tout le monde. Et il y a beaucoup aussi de gens qui ne comprennent pas la réalité, surtout du rap au Québec. Donc, il y a une réalité ici où il faut être... il faut être intelligent dans ce que tu fais. Explique-toi. Ouais, c'est ça. Je vais t'expliquer sans trop t'expliquer. Ouais, je comprends. Donne pas tes formules, mais ouais. Un artiste, c'est quelqu'un qui sort des chansons, puis éventuellement, qui fait des shows. Tu comprends? Tu sors des chansons, tu fais des shows, tu fais ta promo, whatever. Il y a plein de choses que tu dois faire là en tant qu'artiste. Mais la promo, le marketing et les shows, c'est des choses qui sont importantes, capitales pour un artiste. Maintenant, pour faire des shows, les gars comme moi, tu as besoin d'avoir une bonne réputation. Au début de ma carrière, il y a beaucoup d'endroits où mes shows étaient annulés. Je ne pouvais pas faire de show. J'étais jusqu'aujourd'hui, là, je te parle maintenant. Je fais un show à Montréal, là. Je veux dire, le backstage est rempli de policiers, là. Donc, nous, c'est comme, c'est plus difficile. Donc, il faut faire en sorte que les choses passent bien, qu'il n'y ait pas de débordement. Ensuite, les gens avec qui tu as fait affaire, on parle avec d'autres gens. Et c'est comme ça que tu as une bonne réputation. Et tu vas dans d'autres salles. Tu sais, des fois, moi, il y a plein de promoteurs. On fait affaire ensemble. Ils me disent, ouais, on a reçu beaucoup de pression policière pour annuler ton show. Ah ouais. Mais on va continuer, on ne va pas l'annuler. Ah, on va rajouter plus de sécurité, plus de ci, plus de ça. Tu comprends? Donc, ils sont prêts à prendre le risque. Deux choses. Parce que tu as une bonne réputation et parce que tu le remplis. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, pour faire des shows, tu dois avoir un public qui vient acheter. À Montréal, nous les Montréalais, j'étais comme ça moi aussi, on a un problème. on a un très grand problème. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, ce problème-là, c'est que quelqu'un peut t'écouter du matin jusqu'au soir, mais il ne viendra pas à ton show.
Il viendra pas à ton show. Il va te voir. Il va faire comme si c'est Mbateki, alors qu'il t'écoute du matin jusqu'au soir. Il y a comme ce... Je sais pas c'est quoi, c'est de l'ego, si c'est complexe. Mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais comme l'impression on a ça. C'est comme et j'étais comme ça aussi, là. Mais je comprends. C'est comme trop de proximité. Tu sais, comme... ça. On est tellement peu nombreux qu'on dirait que l'artiste est tellement accessible que c'est comme... Ça va rapport. Mais tu sais, même moi, j'ai commencé en disant, pour de vrai, genre, j'adore tes chansons, blabla. Là, je viens de dire, j'ai pleuré sur ta chanson. Pourtant, combien de fois on s'est vu parce que je t'ai déjà dit ça? Jamais, tu comprends? Parce qu'on dirait que c'est comme... Les artistes sont tellement accessibles que c'est comme, est-ce que je vais aller dire ça? La personne fait sa vie. Genre, ça n'a pas rapport, tu comprends? Mais au final, sûrement que ça vous fait plaisir, mais on dirait que c'est toujours un genre d'inconfort d'être comme, ça n'a pas rapport que je dise ça, tu sais. Ça, c'est Montréal. Mais oui, 100%. C'est montréalais et c'est des fois, tu sais, moi, au début, ça me faisait beaucoup réfléchir. Je me demandais, j'étais comme, hey, je regarde, parce que j'ai accès là, à mes statistiques, là. Je vois. Montréal, je suis le plus écouté à Montréal. Mais genre beaucoup de gens, ils vont penser vraiment à... Là, ça commence à changer maintenant, pour moi en tout cas. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps et beaucoup de stratégies que je vais t'expliquer après. Mais demain, t'as... je sais pas qui vient là. D'ailleurs. Damso qui vient là, tu comprends? Ouais. Les gens sont à l'aise là d'aller. Tout le monde court, ça se bat. Et tout le monde est fier de faire son snap au show. Pour dire que j'étais là au show. J'ai chanté, j'ai écrit. C'est tellement vrai. C'est là où tu vois qu'il y a cette mentalité-là où je veux voir ce gars-là, je ne vais pas montrer que je suis un fan. Je ne vais pas montrer que je suis un coq-son-queue, mais ça ne me dérange pas de montrer que je suis un fan. De rentrer dans ce même monde de fanatisme-là avec un autre artiste. Mais je pense que tu as raison que c'est un peu dans l'ego, dans le sens où, mettons, on dit garçon à garçon, c'est comme... C'est plus comparable dans le sens où le gars qui vient d'ailleurs, tu connais pas sa réalité, OK, il a un make it, bravo, alors que le gars que c'était fait ton voisin à l'école, c'est comme... OK, lui, il a réussi à faire ça, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, puis regarde, il est rendu où? Mais moi, j'ai pas réussi à le faire, tu comprends? Fait que je veux pas avoir l'air de le coq-soc ou... C'est comme... Pas que ça a l'air moins impressionnant, mais on dirait que c'est comme... on a grandi dans la même chose, on a fait la même chose, mais au final, c'est encore plus impressionnant parce que vous étiez dans la même réalité, puis lui a réussi, puis pas toi. Ben, pas t'as pas réussi, mais genre, tu l'as pas fait, tu sais. So, tu devrais être encore plus impressionné que la personne qui était assise avec toi dans ton cours de maths, dans son arcade, elle est rendue là, tu sais. Mais on dirait que c'est, au contraire, on le voit comme, c'est quelqu'un, il est là, on a la même life, je peux le croiser au maxi, tu comprends? Ça a l'air moins big, mais au final, c'est autant big, là, tu comprends? Je sais pas, parce qu'on est pratiquement toutes, ben pas toutes de même. Mais même nous, on allait voir un show d'Enima back then, puis on est quasiment gênés de le dire. Oui, c'est vrai. Pourquoi, tu sais? On était jeunes. Qu'on sortait dans l'auto, puis on avait... On était jeunes, on avait quoi, 17, 18, puis on est allé voir son show à Québec, puis on était bien contentes, mais là, on est comme... C'est gênant, mais tu sais, pourquoi? On l'a encouragé, tu sais? C'est ça. Puis on était là à chanter tous les beats, là. On les connaissait tous par cœur, là, tu sais. Il faut pas être gêné, ces affaires. Mais non, c'est ça. Et on a encore ce truc-là. Maintenant, tu sais, moi, j'ai vite compris ça. Mais c'est quoi ton hypothèse du pourquoi c'est comme ça à Montréal? J'en ai aucune idée. Je sais pas, on est juste comme ça. Mais aussi le fait qu'on est toutes comme ça. Puis on est tellement comme ça, là, sans te couper. Oui, non, vas-y. Tellement comme ça, je veux dire à quel point on est comme ça, que, genre, des fois, même des vraies stars. Quand je dis vraies stars, là, c'est comme des stars internationales. Okay? Moi, j'ai déjà vu des stars internationales, ils viennent ici, puis le public est statique, momifié. Ça crie même pas trop. C'est comme, même là, il t'a payé. Tu veux toujours pas montrer que... T'es le jour. Ouais. T'es là. Tu comprends? Tellement vrai. T'es juste là. Comme... t'as payé pour ça, là. Comme, joue à ça. Comme crie et chante, là. T'as envie, là. Tu comprends? Vas-y, là. Laisse-toi aller. Ça va jusqu'à ce niveau-là. Mais ça, c'est très montréalais. Ben oui. Et moi, j'ai vite compris ça. Comment? C'est en allant faire des shows hors de Montréal. En allant faire des shows hors de Montréal. Et ce qui m'a permis de faire des shows hors de Montréal, c'est le fait que j'ai réussi à composer des chansons qui ont voyagé aussi hors de Montréal. Donc, je pense que Montréal, on a une bonne identité.
c'est cool, qu'il faut l'exploiter, mais il faut être capable aussi de comprendre la réalité dans laquelle on est, qui est une réalité québécoise, et d'être capable de pouvoir rejoindre tout le monde, mais en gardant notre identité. Mais ça demande quand même... C'est un gros défi, là. Ça demande quand même beaucoup de jugeote, là, you know? Oui. C'est pas facile. Les artistes montréalais, shout-out à vous, là, c'est vrai que c'est beaucoup de défis de percer à l'international, de quand même garder de son identité, de pas te faire trop influencer par américain, parce qu'on n'est pas comme... Oui, la culture, tout ça. Ah, c'est tellement d'affaires à prendre en considération. Wow. C'est difficile. Je l'avais jamais vu de même. Maintenant... Là, tu as les autres défis, c'est que tu dois remplir tes salles. Et c'est ça, c'est comme dans le monde là, des artistes et tout. Remplir les salles, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a certains artistes qui vivent aussi dans des réalités où moi, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, nanani. Et moi, je suis pour ça aussi. Mais... il faut quand même réfléchir à ce que tu fais. Quand tu fais des shows. Si tu fais pas de show, tu fais jamais de show, ça te concerne pas, ce que je dis. En même temps, c'est quoi le but sinon de pas faire de show? Mais si tu fais des shows, tu dois être capable d'être rusé, là, de comprendre que il y a certaines choses qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a certaines choses qui vont t'aider. Tu comprends? Je te donne un exemple par rapport. À un moment donné, on devait faire le Beach Club. On devait faire le Beach Club avec les gars de 514. Et on était dans une situation où le samedi, c'était Afro Beach. Puis le dimanche, c'était nous. Puis c'était tellement fou cette situation. Je me rappelle, on s'est assis avec les gars qui organisent l'Afro Beach pour trouver une solution. Parce que nous, on était sûrs que l'un allait comme empiéter sur l'autre. On s'est dit, bro, est-ce que les gens vont vouloir venir 2 jours de suite? Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y en a un où les gens vont venir plus que l'autre. Mais on ne sait pas c'est lequel. You know, si on s'assoit pour essayer de trouver une stratégie, puis au début, on parlait de créer un genre de combo qui donnerait une passe où tu as un accès pour les 2 jours. Ouais. Donc, tu paierais un peu plus, mais tu auras accès dans les 2 jours. On s'est cassé la tête pour faire une stratégie. Et avant qu'on annonce cette stratégie-là au Beach Club, les gars d'Afro Beach, ils ont sorti leurs flyers, puis leur billetterie, puis ils l'ont rempli live. Là, vous étiez comme... Ils l'ont sold out live. So là, eux, ils ont dit, bro, nous, on est sold out. Mais tu sais, je les comprends, business, c'est mes gars, là, you know. Et on aurait fait la même chose aussi si on l'aurait sold out. Mais là, c'était eux. So, nous, c'est drôle pareil. On l'a sold out, là. On n'a plus besoin d'être dans X, Y, Z avec vous, là, des stratégies. On fait notre affaire. Et je me rappelle que j'étais comme quête. C'est fou. On m'a eu. Ouais, là, c'est fou. Comment on va faire? You know? Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui nous a sauvés pour le Beach Club, c'était justement le fait qu'on ait aussi accès à tous ces fans-là qui sont dans les régions. Parce que c'est ces gars-là qui sont déplacés puis qui ont sold out notre Beach Club à nous. Parce que le monde de Montréal était au Afro Beach, c'est ça. You know? Et c'est là, je me rappelle, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Je pense que c'était 2019. Ça m'a fait beaucoup réfléchir où j'ai compris la réalité dans laquelle je suis. C'est-à-dire, Montréal, oui, t'es là. C'est là où on t'écoute le plus. Mais bon, si les gars ont choisi d'aller se dandiner là, à la plage, DJ, bikini, you know, Afro Beach, ils vont aller là. Mais oui. Ils vont pas venir. Le support, là, c'est ça. Ça veut dire? Mais oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très intelligent. Tu comprends, même dans tes timings. Des fois, il ne faut pas avoir trop d'ego. Tu comprends? Si tu vois quelque chose qui est là, ça ne te coûte rien de déplacer d'1 semaine ou de 2 semaines. Comme qu'il y a des gens aussi
quand on a des sorties, nous, ils voient nos sorties, ils déplacent. Une semaine ou 2 semaines, il faut être intelligent dans tes sorties, dans tes dates. Et après, si t'es pris dans quelque chose, ben t'es pris dans quelque chose. It is what it is. Ça s'est passé quoi, finalement? Finalement, les 2 jours ont été sold out. Ah, OK. On a tous réussi. Mais c'était Chacun 2 à sa stratégies façon. différentes. C'est ça. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est 2 stratégies différentes. C'est pour ça que, à la fin, c'était pour revenir, c'était pour dire qu'il ne faut pas négliger aucun public. Mm. Tu comprends? Ta fanbase est importante. Ton nouveau public est important. Même les gens que c'est même pas vraiment ton public. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, ils savent même pas c'est qui l'artiste. Ils aiment la chanson. Ils aiment une chanson. Ouais. Tu comprends? Ces gens-là sont importants aussi. Mais oui, c'est ça. Tout le monde est important. Ouais. Faut rien négliger. Et c'est ça. Puis dans Héritage, justement, je trouve que ton album, justement, il est très Balancé. comme ça. Eh Genre, oui. exactement. Eh oui. Il est balancé, il est bien équilibré, mais c'est pour ça. Après, comme je te dis, tant que tu rentres pas dans le calcul, t'es bon. Quand c'est trop calculé, c'est pas bon. C'est Il plus- faut prendre en considération, oui, il faut pas calculer, il faut pas se dénaturer. Il faut quand même rester soi-même, il faut quand même rester authentique. Mais ça fait partie de l'authenticité aussi d'essayer de nouvelles choses C'est vrai. et de voir que ça marche. Mm. Il ne faut pas être gêné aussi d'essayer de nouvelles choses. Authentique, ça ne veut pas dire juste rester dans une case. Si tu es capable de faire d'autres choses, fais-le. Ah, le temps avance, là, tout le monde évolue, là, tu sais, puis tes fans qui étaient fans de toi il y a 10 ans, ben, eux aussi ont évolué, là, Ça. tu sais, fait que c'est pas les mêmes personnes qui écoutent les mêmes beats, là, fait que tu essaies des nouvelles choses, tu fais ce qui te tente puis ce qui te représente au final, puis c'est pas clair. juste une chose tout le long Être de ta authentique, vie, c'est juste là. Et toi? de faire des trucs que t'aimes pour de vrai. Tu sais, c'est Bon. là où t'es plus authentique, c'est si tu changes, puis ce que tu fais, t'aimes même pas ça toi-même tant que ça. Tu sais, mais même si tu vas dans 8 styles différents dans ton album, si chacun des 8 styles, t'es comme j'aime ça, puis j'ai aimé le faire, ben t'es authentique, là. C'est clair, c'est clair. Exactement, là. Shout out. That's it. Ça fait combien de temps qu'on tourne? OK, parfait. Ok. Merci. D'habitude, vous faites comme 2 heures, genre? C'est combien de temps vous Ça faites? dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Mais j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais Non, mais si on va parler pendant 8 heures. c'est sinon, ça, là. sinon. C'est ça l'affaire. Ah. Mais Quoi? Allez où? ben, j'allais demander. Ben là, je vais te demander ma question rendue là. OK, oui, C'est oui, ça. vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'on pensait à ça dans l'auto, justement. Vu que, comme elle dit, t'es là depuis longtemps sur la scène musicale à Montréal. La même place. Ouais, c'est ça. T'es là depuis longtemps. Puis, on dirait que ça a comme été un gros boom, le rap montréalais, d'un coup. Mais tu sais, nous, exemple, on va dire qu'on a, comme ça, on va dire 2015, 2016, ça a été vraiment là où on est rentré là-dedans. C'est comme arrivé d'un coup. Je veux dire, c'est comme quelques artistes, que c'est comme tout en même temps, blablabla. Ça a comme créé un mouvement. Puis, vous avez réussi à perdurer dans le sens où c'est encore vous, l'élite du rap montréalais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une relève à ça ou non? Parce qu'on dirait qu'après vous, il n'y a personne qui a fait autant de bruit que qu'est-ce que toi, tu as pu faire, Iziel, Enima et tout ça, tu sais. C'est une bonne question. Est-ce que tu vois de l'espoir? On parle souvent de ça. Oui, ben t'en parles aussi dans le documentaire, ou est-ce que c'est comme... C'est... Parce que depuis le documentaire aussi, beaucoup de choses sont passées. OK. OK. Depuis le documentaire aussi, beaucoup de choses se sont passées. Tu sais, il faut comprendre que à la période où c'est sorti, c'est pas la période à laquelle on a tourné. Mhm. Hein. Tu sais, d'ici là, il y a beaucoup de nouveaux / jeunes rappeurs aussi qui ont apparu OK. et qui ont du potentiel. Donc, le potentiel, c'est pas quelque chose qui manque. Maintenant, est-ce que ils ont les atouts pour grandir et perdurer dans le temps? C'est ça la vraie question. Tu comprends? C'est ça la question. Et aussi, la vraie question aussi, c'est est-ce que ça fait même partie de leurs ambitions C'est ça. d'arriver à ce niveau-là? Mhm. C'est ça où je pense que il y a comme un flou sur ces nouveaux artistes-là, c'est qu'on ne dirait même pas vraiment qu'ils aspirent. OK, ouais. À créer tout cet engouement-là, genre. Mais tu sais, vous l'avez senti en plus avec 514, vous étiez beaucoup avec beaucoup de potentiel, mais de volonté puis de motivation. Vous êtes là à vous booster aussi entre vous. J'imagine que c'est un mouvement, ça fait en sorte que
as envie encore plus, tu vois encore plus loin en groupe, tu sais. Fait que j'imagine qu'entre vous encouragez, mais fait que ça doit être vraiment un gros clash en voyant les gens qui sont comme, que tu trouves que ils voient pas autant loin, ils voient pas autant d'ambition dans ce domaine-là. Ils n'ont pas faim, genre de... Exactement. Mais après, nous, je trouve que c'était quand même différent parce que c'était comme un peu nouveau aussi. Ouais, la scène était vierge, là. C'était vraiment nouveau. Il y a eu des gens originaires de Montréal qui ont fait du bruit. Mais, je sais pas, nous, c'était une nouvelle ère. C'est ça que j'allais dire. Nouvelle ère, les réseaux sociaux, oui, c'est ça. Ça a vraiment été un boom, là. Vraiment. Puis c'était tout ce qu'on pouvait entendre parler pendant un bout. Là, tout le monde connaissait toutes les chansons. Comme ça a vraiment été un mouvement, là, littéralement. C'est encore présent. Oui. C'est encore présent, là, mais je veux dire, c'est... Mais jusque-là, il y a quand même... il y a un truc où il y a une habitude. Exactement. Les gens sont plus surpris. C'est ça. On est rentré dans un cadre où il y a une industrie. C'est un peu comme ailleurs. Il y a des artistes, puis moi j'aime lui, puis j'aime lui. Mais je sais pas, je trouve qu'à cette époque-là, surtout vers 2015-2016, c'était vraiment nouveau. C'était émergent. Les gars, ils me disaient, bro, moi j'ai 36 ans, j'ai vécu toute ma vie ici, j'ai jamais vu ça. Parce que c'était pas juste des bonnes chansons, tu comprends? C'était un mouvement. C'est un univers, tu comprends? Tout le monde crée un mouvement, tout le monde crée des univers. Non, puis il n'y a jamais eu ça. Tu as vraiment bien décrit, c'est vraiment d'un univers. C'est comme le monde rappait 514 dans la rue, là. Tu sais, comme c'était ça, là, ce moment-là. C'est ça qui est différent. Vraiment. Aujourd'hui, on est vraiment plus dans les artistes. On n'est plus dans les... Avant, c'était des mouvements. Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment l'ampleur. Après, bro, je veux dire, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une relève. Mais en tout cas, de ce qu'on voit en ce moment, c'est dur de se projeter. On voit du potentiel, on voit des bonnes choses, mais je vois beaucoup d'obstacles déjà. Parce que moi, comme je te dis, j'ai traversé ça. J'ai compris. Tu comprends? Il y a un certain style, là, un certain style de musique, dans le rap, surtout. C'est dur d'arriver en haut. On te laisse pas facilement comme ça. Là. On te met beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, si tu le veux pas vraiment, tu vas juste laisser faire. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ces personnes-là de la relève ont tellement des grandes chaussures à porter, dans le sens où vous, justement, la scène était vierge, vous avez créé ce mouvement-là, alors que eux, peut-être que justement, ils se disent, est-ce que je vais être capable un jour d'arriver au stade de Lost, au stade de tel, nanana, tu vois? Mais c'est fou qu'ils se disent ça, parce que même nous, on veut arriver encore à un autre stade. Oui, c'est ça. On n'a même pas encore pris le temps de s'asseoir et de regarder tout ça. On est encore... Mais oui, vous êtes encore en mouvement. On a la tête dans le guidon. On est encore trop là-dedans. On a trop d'objectifs. Pourtant, ça fait comme 10 ans. Veut attendre. Bientôt, l'année prochaine. C'est ça le grind, de jamais arrêter. Genre, tu vas pas settle for what you have en ce moment, comme tu vois plus loin. T'sais. En même temps, c'est bon parce que ça fait 10 ans, puis vous êtes encore d'actualité. Là. Vraiment. Ouais. C'est quand même... C'est pas tous les artistes qui arrivent à faire ça, là, vraiment pas. Là. C'est de se renouveler. Après, aussi, je pense qu'il faut passer par la fin. Il faut avoir faim à faire. J'en parlais souvent, là. C'est quand t'as des... Il faut être dans des situations où t'as besoin de ça. Moi, non, en tout cas, moi, je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Mais je sais qu'à une certaine étape de ma vie, j'avais besoin d'avancer, d'évoluer. Je voyais pas aucune porte de sortie. J'avais 2 options, là. J'ai regardé mes options, j'ai celle-là que je veux. J'ai évalué. Celle-là est mieux. Exactement, tu vois. Je vais devoir travailler très dur, mais celle-là est mieux. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment juste faire de la musique. Je sais pas si tu comprends. Oui. C'est-à-dire, je voulais changer de style de vie. Je voulais vraiment juste faire ça à plein temps. Donc, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté, so j'étais vraiment à fond là-dedans. Tu vois. Je pense que c'est ça ça m'a aidé en tout cas à arriver jusqu'où je suis maintenant. Après, je suis très
terre à terre. J'essaie de vraiment garder les pieds sur terre parce que des fois aussi, quand ça commence à marcher, quand tu commences à toucher de l'argent, tu perds aussi la faim. Quand tu deviens un peu plus... Ça devient de la gourmandise, là, c'est ça? Ben, tu te reposes, là. Tu oui, c'est ça. Ouais, bien, tu relaxes. Ça. Tu commences à faire des choses que tu n'as jamais... Tu dis, OK, je vais aller en voyage. Je vais aller ici, je vais m'acheter ça. C'est ça. Tu commences à être un peu plus Ouais. relax. Donc, j'essaie toujours de me mettre dans des... de me conditionner, de rester vraiment dans la fin, de comprendre, de mettre des objectifs, puis d'essayer d'arriver à ces objectifs-là. C'est quoi l'objectif final? C'est quoi la fin de la ligne? Où est-ce que tu vas te dire, justement, où est-ce que tu vas te dire, genre, maintenant, je suis où est-ce que je voulais être? C'est l'expansion. Je pense que c'est l'international. C'est arriver vraiment à quitter. Ça prend juste le Québec, / Canada. Aller un peu plus partout dans la francophonie. Il y a beaucoup d'endroits. Il y a les îles, il y a les Caraïbes, l'Europe, l'Afrique. La scène francophone est large, là, au final. Très large. Après, pour d'autres qui sont issus aussi de la scène francophone, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin. La langue est plus une barrière, là. Il y a des gens qui chantent du Aya Nakamura aux States, là. Non, c'est vrai, là. J'ai entendu Aya Nakamura au Mexique. Ouais. Mais oui, c'est ça. En Amérique latine, partout. C'est vrai. Les gars de... Comment ils s'appellent ce gars-là? Les bandes organisées. Ils jouent partout. Stromae, il fait des shows au Times Square. Mais oui, il est allé à Coachella. Je pense. C'est-tu lui? T'as des gars qui ont réussi vraiment à briser tout. T'as des exemples. Si t'as des exemples, c'est fini, là. T'as plus d'excuses. C'est possible. C'est ça. C'est possible. C'est pas, non, eux, ils ont pu. Moi, c'est possible. Il y a des gens, ils l'ont fait. T'as rien à dire. Eux, quand personne ne l'avait fait, ils pouvaient dire ça. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui l'ont fait, ça, c'est possible. Même si t'arrives pas au dernier niveau, au moins, tu sais, monte. C'est ça. Je pense que c'est ça qu'il nous faut. Surtout ici à Montréal, il faut des exemples de gars qui viennent d'ici, qui ont la mentalité d'ici, le slang d'ici, les musicalités d'ici, et qui s'exportent. Parce que là, après, même au niveau de la relève, ça change tout. Ça relance les dés, parce que là, les gars ont des exemples de gars qui ont réussi à l'international. Exactement. C'est une autre motivation, là. Ah. Ben, je te le souhaite. Mais oui. On te le souhaite vraiment. Ça arrive. Sinon, je vais me reconvertir dans d'autres choses. Mais oui, c'est jamais fini de toute façon. Mais j'ai une question un peu... je sais pas si on va avoir le temps de faire le controverse, là, mais au pire, on ne le fera pas, mais si au pire, on finit sur ça. J'ai une question, je sais pas si tu as déjà répondu, mais moi, je ne connais pas la réponse. Le nom Los, ça vient d'où? C'est quoi la signification? Pourquoi c'est devenu... J'ai répondu déjà. Ouais, moi, je connais pas. Je sais pas, moi. C'est un nom que j'ai choisi... C'est un nom que j'ai choisi ça en prison dans ma première sentence. Parce que c'est là que j'ai réalisé vraiment que je voulais faire de la musique. Parce que j'étais vraiment dans un gros case. C'était mon premier case. Ça me parlait de 14, 15 ans. C'est des gros chiffres. Puis là, je me disais, bon, si j'ai la chance comme de m'en sortir de ça, je vais me concentrer sur ça. Tu vois. Je vais essayer d'aboutir au moins. Tu sais, c'était un de mes rêves. Je faisais ça vite fait, mais je prenais pas ça au sérieux. Et tu sais, quand tu es là, tu commences à penser à beaucoup de petites choses où tu te dis, si je peux, je vais le faire. Et j'ai eu une caution, donc j'ai été libéré, liberté conditionnelle. Mais j'avais plein de conditions. Je pouvais pas... je pouvais plus rapper avec le 614, sur la chaîne 614. Il y avait plein d'affaires que je pouvais pas faire qui étaient par rapport à la musique. Et pendant ma réflexion, pendant que j'étais en France, pardon. International, ok. Je reviens de là sur ça. Mais pendant que j'étais en prison, ma bad. Je me disais, si je m'étais pas appelé, à l'époque, mon nom d'artiste était J-Busy. Ok, oui. Mais en plus, je voulais te demander, c'était quoi avant? Ok.
Je sais quand je me suis rappelé comment. Puis c'est là où le loss était venu parce que j'étais comme... Je sentais que j'étais un peu perdu, là, non? J'ai retracé toute la ligne de ma vie. J'avais le temps, là. Oui. Donc, quand je revenais de la cour, là, après 14 ans, j'étais dans le bus. J'ai retracé toute mon existence, là, pour comprendre comment je suis arrivé là, you know? Comment je suis arrivé là, que je dois faire tout ce chiffre-là, you know? Donc, c'est là où le loss est venu. Ça venait de ça, tu comprends, du fait que je sentais que j'étais un petit peu perdu un peu dans les choix que j'avais pris. Et c'est ça. Après, bon, c'est là où l'histoire a commencé. Je suis rentré en 2014, je suis sorti en 2015, sous caution. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai fait de la musique et c'est pour ça que c'est en 2015 aussi que les affaires ont commencé à bien marcher. Même au niveau de mon case, finalement, tu sais, j'ai pas pris 14 ans, j'ai pris 18 mois. Mais c'est fou, pareil, c'est quand même métaphorique parce que tu disais que t'étais en dedans, puis t'es comme si je sors, si finalement je fais pas 14-15 ans, genre, puis si je sors, ben comme je vais vraiment me mettre à fond là-dedans. T'étais perdu, mais c'est fou parce que, genre, la musique, comme ton changement de... Le fait que tu t'es sorti, la musique a fait en sorte que tu t'es retrouvé, tu sais, comme juste après, justement... Mais c'était déjà ça de base. Je pense que c'était ça de base que je devais faire déjà. OK. Et... Là t'avais tendu vers le un peu moins... non, mais tu sais, j'étais dans ce que je connaissais. Je t'expliquais un peu de fil en aiguille comment je suis arrivé là. Après, je faisais un petit peu de musique, mais moi, c'est ça que j'aimais. C'était une passion. Maintenant, est-ce que je m'imaginais faire une carrière? C'était un dream, c'était un rêve. C'était pas un plan. Maintenant, quand j'étais confronté... avec tes choix. Quand j'étais confronté à tout ce que j'ai fait et j'étais assis là, c'est là où je me suis dit, en tout cas, si je peux... Ça va devenir un plan. Je vais essayer de... Et c'est ça qui s'est passé. Tu as réussi au final. Ouais. C'était une motivation. Mais encore une fois, on revient encore à ce que je te disais tout à l'heure. Il fallait être au pied du mur. Ouais. Il fallait être là dans des décisions où il n'y a plus d'erreur. C'est soit ça, soit ça. D'où, après, le nom du premier album qui est Bonhomme Pendu. Puis après, bon, ça, c'est notre histoire, là, you know? Mais en tout cas, c'est juste pour te dire que tout ça, ça s'est fait par rapport à une réflexion comme ça dans un autobus carcéral. Quand même pas fait réflexion, là. La route est longue quand tu penses à tout ça. T'as beaucoup de temps pour penser, j'imagine. Mais merci. C'était excellent. Hey, c'était vrai. Je voudrais tellement encore parler pendant des heures. Moi, j'ai encore d'autres questions, mais il faut qu'on arrête, là, parce que... Je commence à avoir des crampes, là. C'est ça. Moi, ma vessie commence à être pleine aussi, là. Mais merci tellement. Je suis tellement contente parce que on a vu, mais on le voit souvent, mais on dirait qu'on a vraiment eu accès à l'humain derrière l'artiste. Mais t'es tellement discret comme artiste. Je veux dire, t'es pas out there tant que ça sur les réseaux. Tu parles plus ou moins de toi. On voit pas trop ton quotidien et tout. Si on dirait de te voir juste comme casual, comme ça, c'était vraiment cool. Je pense que les gens vont vraiment apprécier de te voir sous cet angle-là, comme de voir toi, ta personne, tu sais, puis... L'humain, là. On a daily, exactement, casual. Comme un gros lundi après-midi. Ouais. En tout cas, merci pour l'invitation. Ben, merci tellement d'être venu. Ça nous fait On a vraiment apprécié. Est-ce que tu veux plug qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des shows, des trucs qui s'en viennent? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Malgré que probablement que tout le monde qui est ici te connaisse toi avant de nous connaître nous, mais on sait jamais. En tout cas, il y a des grandes choses qui arrivent. OK. Je ne peux pas en parler parce que c'est genre... c'est la stratégie. C'est une surprise. OK, oui. Mais bientôt, là. C'est qu'on reste à l'affût, là. On reste à l'affût. Ce mois-ci. OK. Ah, OK. Mais ça a peut-être déjà sorti tes trucs alors quand l'épisode sort. Peut-être. Parfait. Il faut rester à l'affût ou sur Instagram, YouTube. Mais ça va arriver comme une bombe. OK. On stay tuned. Encore merci. Nous, nous, on se retrouve où, Shelly? Nous, on se retrouve... Non, c'est pas ma job, ça. C'est pas ma partie d'habitude, ça. Tous les mardis, 8h, sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music. Sinon, sur nos réseaux sociaux, on est juste tout le temps là. Ouais. On est là, on essaye, on pose des trucs, sur les voir des clips. On va peut-être faire des petits vlogs. Oui? Ouais. OK, on va faire des petits vlogs, sbsb.podcast sur toutes les plateformes. Sinon, on dit merci à qui?
à Eros et compagnie. On dit merci à Eros pour présenter le podcast d'aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre sur le site web erosetcompagnie.com, utiliser le code promo SBSB15 pour avoir 15 de rabais sur tout le site web. Exactement. Donc, merci encore. Et sur ce, on dit à la Bye! semaine prochaine!